Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame pour un nouveau live en compagnie de Timothée. Comment ça va mon Timmy? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va très bien et toi, Vince? Oh bah écoute, excellent, excellent. Meilleur timing décidément pour prendre une pleine bouchée d'ananas au rhum. Toujours. Mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Bien. Alors, petit test sonore avec Timmy ASMR édition du coup. Mangeant des fruits congelés. Alors, Ah, on vous laisse... je suis un peu bas. Ah. Volume super bas, nous dit Ronan. Volume super bas, Ah, ça ressemble si pas à c'est ce que les j'ai deux que sur j'ai mis. mon volume metteur là. Hmm. Peut-être 5 pour sur Timmy. 5, 5 sur 5. Ah, c'est vrai que ton volume est un peu bas, Timmy, on dirait. 20 Ah secondes oui. de live. On n'entend pas Ananas, Tim. ça commence bien et on n'entend pas 5 sur Tim. 3, tu vois, donc c'est n'importe quoi en fait. Les mecs sont complètement bourrés. 3 sur C'est 5, 2 incroyable. sur 5. Moi je trouve ça absolument magique. À chaque live, t'en as un qui nous trouve une manière différente d'interpréter une notation sur 5, tu vois. Là on a du 5-3, tu vois. 5 pour moi, 3 pour toi. C'est... Y a rien qui va, Vince. c'est ça. 3 sur 5. Le son est parfait, en plus le volume est pas trop fort, c'est équilibré. 3 sur 5, c'est bien. Super. J'adore, 2. Mais c'est affligeant, putain. Enfin, on pensait élever le niveau de live en live, mais c'est de pire en pire. Enfin bref, vous nous surprenez toujours, quoi, c'est magique. Comme on 5 peut. sur 3. 5 sur 3. Parfait, parfait. Bon, donc là, apparemment, on est bon. Apparemment, on est bon. Volume de Timmy, le mien, la musique. Bien, bien, bien. On est parfait. Dernier commentaire, c'est Vince 5 sur 5, Tim 3 sur 5. Voilà. Bon. Alors... Y a rien qui va. Ouais. Non, mais apparemment c'est bon. C'est pas beau ça, un live à l'heure, sans aucun problème technique. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est sans accroc quoi. Bon, magnifique. Alors, comment allez-vous? Bon, bah j'espère que vous êtes dans de bonnes dispositions pour passer une soirée en notre compagnie. Qui on a dans le chat ce soir? Drix, Ragnar, Yanden, 40K Wargamers TV. On vous parlera un petit peu d'eux tout à l'heure, tiens. Little Conan, Salim Belayashi, Michu, Xavier Hérisson et Mac Panda Cannibal. Moi, nous également. Bien, tu vois. Voilà. Bon, c'est bien. Bah écoutez, bonsoir à tous. Voilà. Installez-vous tranquillement. On va Les gens disent que la musique est à 0 sur 5. On va leur en mettre un petit hop là, supplément pour le prix. Ça coûte pas plus cher, allez hop. Voilà. Normalement là ça devrait être mieux. Vous devriez l'entendre davantage. Parce que nous on l'entend bien. Ah, c'est trop fort, trop fort, trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir? Bah, comme annoncé, tout simplement. Déjà, on va essayer d'encaisser l'avalanche de nouveautés là, côté Games Workshop. Ils annoncent quand même pas mal de trucs dernièrement, notamment samedi dernier. Donc on va passer un petit peu tout ça en revue avec le soutien de 40K Wargamers TV à travers le héros du Wargame. Donc on va se regarder ça ensemble. Je suis prêt à servir une fois encore. Avec moi, mes frères. C'est toujours le même. C'est Avec toujours, moi, mes frères. C'est toujours Arieb en fait. C'est absolument génial. Il est en train de devenir, de se hisser au rang d'actionnaire numéro 1 de Planet Wargame. Merci beaucoup à toi, Arieb, pour ta générosité et ta régularité. Et ton service par-delà la mort. Également. Bon. Donc merci beaucoup. Ensuite, on passera au codex Zélote, hein, V2. Alors V2, je vous le dis tout de suite, comme son numéro l'indique, c'est pas la première, mais ce sera pas la dernière non plus. Ce sera Breaking pas news. Voilà, ce sera pas la dernière non plus, il y en aura d'autres. Pour l'instant, on n'a pas de fioritures visuelles comme les petites... des photos d'unités, par exemple, ou ce genre de choses, mais justement, c'est pour ça aussi que je vais vous en parler, parce que je vais faire un appel à candidature pour publier aussi vos photos les plus réussies d'armées ou de conversion, de figurines zélotes, etc., dans le codex, au final, voilà.
si on veut se faire une belle version plaisir à la fin, une belle version un peu papier et tout, eh bien, ce serait dommage que n'y figurent pas des armées ou des figurines, des conversions de la communauté, quoi. Donc ce sera aussi un appel à candidature en quelque sorte, ce codex. Mais il y aura également toutes les règles pour déjà avoir du choix quand on joue une armée zélote, quoi. Il y aura déjà un choix assez abondant. Bon, on verra ça ensemble, on le survolera un petit peu le codex. On passera tout ça en revue. Bien. Et enfin, on vous annonce aussi solennellement aujourd'hui que on réitère l'expérience du concours de décor à thème Venetian Sector. C'était beaucoup trop glorieux la première fois pour ne pas être refait. On nous a demandé aussi beaucoup de recommencer avec un délai un peu plus long si possible cette fois-ci. C'est tout ce qu'on va changer dans la formule. C'est-à-dire que là vous aurez 2 mois complets, 8 semaines pour présenter vos projets. Mais pour le reste, on garde tout. Les 4 éminents juges, hors de question de les changer. Hein. Donc ce sera le même jury, hein, le jour de la remise des prix. À savoir, on va commencer par le doyen le plus vénérable d'entre nous, Luthor, hein, Sieur Luthor Archon, voilà. Artisan mousticarier de son état. Donc ce sera le plus à même de juger du caractère... Enfin, tout ça on en discute dans la deuxième partie. Mais le côté un petit peu artisanal et fait maison de vos décors, il y aura également Babel Ben, Benjamin. Le peintre professionnel de figurines le plus fiable de l'univers connu. Et puis, vos 2 serviteurs, hein, Timmy et moi-même. Voilà. Donc on reparlera un petit peu de tout ça en détail dans la deuxième partie du live. Pour l'heure, eh bien, on va commencer avec un petit point d'actu sur la chaîne avant de passer aux news. Point d'actu sur la chaîne, ça vous aura pas échappé, je pense. Pour le coup, la semaine écoulée, là, la dernière, c'était un peu baisse de régime, là. Un peu moyen faible. Pourquoi ? Parce que la chronique vénétienne, qui devait théoriquement sortir, hein, déjà, n'est pas sortie. Et elle est toujours pas sortie. Quelle en est la raison ? Il y a eu un petit délai dans la préparation des textes, etc. cette fois-ci. Mais surtout derrière, une fois fin prêt, et moi pas réenregistré, la guigne, je tombe malade. Voilà. Et pas mal, quoi. Enfin, suffisamment pour que ça empêche d'enregistrer, puisque ça s'entendait, quoi. Ça s'entendait à mort. De toute façon, si vous avez vu le live Creative Wargame, vous l'avez entendu. Ouais, et encore ça, cool, c'était déjà un petit peu... Enfin, c'était sur le... Ah mais on l'entend. Enfin, 2-3 jours du début, ouais, 2-3 jours du début. Mais après, c'était pire, tu vois. Après, c'était... on l'entend de ouf. La voix d'outre-tombe, quoi. Donc oui, on l'entend déjà, c'était un petit peu nasal, déjà. Ça commençait à... Voilà. Donc là, au demeurant, bon, j'ai l'impression que c'est à peu près revenu. Ça va, donc on enregistre demain. De toute manière, il n'y a plus le choix, là. Au bout d'un moment... Je veux dire, la chronique vénétienne de ce mois-ci sera nasale ou ne sera pas. Hein. Même si je suis encore un peu pris, c'est comme ça. Ce sera un rapport de bataille nasal, peut-être, mais il faut l'enregistrer. Il n'y a plus le choix, on ne peut plus reculer, quoi. Donc, Assaut nasal. Ouais. Oui, Walter Slade de Witchman dit Covided. Oui, c'est ça. Donc voilà. Mais bon, ça va mieux là. Je suis plus aussi KO et surtout je reprends une voix à peu près humaine, donc à nouveau paré à enregistrer, quoi. Voilà. Bon, sinon vous avez pu voir la petite vidéo Fluff AOS Bone Splitters, voilà. Courte, parce qu'on a vite fait le tour du fluff quand même des Bone Splitters, il n'y a pas grand chose derrière à aller chercher de plus, mais bon, j'ai bien aimé. Mais tellement stylé, franchement tellement stylé. C'est vrai, tu l'as aimé, Timmy ? Ah, j'ai full découvert leur fluff, parce que franchement j'y connaissais rien, et j'ai adoré, enfin tout le délire en fait de l'esprit de la WAG qui revient en eux, et il y en a certains, ils sont encore plus wagueux que les autres, et ils se font ban parce qu'ils ont lancé des cailloux sur leurs potes.
Et parce que le caillou il était béni par mort. Enfin, c'est magnifique. J'ai trop kiffé. Franchement, je trouvais ça super et enfin, tu sais, j'étais en train de le regarder, je me disais bon, bah, est-ce que je fais une armée d'orques sauvages, tu vois, pour AOS quoi, parce que enfin genre c'est trop stylé quoi. En plus tu leur fais des peintures de guerre, tu peux te créer ton propre clan. Enfin c'est parfait quoi. Franchement ça appelle à trop de trucs sympas et c'est cool. C'est vraiment cool, j'ai bien aimé. Moi. Ouais, je me doutais que ça te plairait, remarque. Hein. Te connaissant, toi, quand on appuie sur le ressort comique un petit peu côté orc, ça te parle tout de suite. Quoi. Faut reconnaître. C'est ce que je préfère. Faut reconnaître que t'es un orc, tu te fais ban de ta tribu pour mauvais comportement, c'est quand même. Ça place c'est la barre haut. Quoi. Mais c'est génial. Quand même, en fait, tu vois, c'est génial quoi. Le mec il arrive, il prend son caillou là, il est convaincu que c'est l'esprit, tu sais, il est béni par son dieu, tu vois, il le balance dans la tête d'un autre orc et puis tous les autres sont en mode ah bah non, là, quand même c'est trop monsieur, vous allez trop loin, tu vois. Attends, on peut pas faire ça non plus. Quel est le c'est quoi le référentiel dans ce point-là, tu vois? Qu'est-ce qu'ils lui disent comme je veux bien, mais non, il y a tu des peux pas limites. faire ça. Tu sais, genre, vous pouvez pas faire ça, monsieur. Ah putain. Vous pouvez pas faire ça. Je peux pas faire ça quoi? Lui lancer un caillou, le taper et tout? Parce que c'est quand même 50% de ce qu'on fait, donc c'est quoi le problème? Par derrière, peut-être? Non plus, hein, donc... tu sais, au final, j'ai l'impression que la jurisprudence, elle est un peu légère, donc ça me... je trouve ça génial, quoi. C'est trop stylé. Ah putain. Le mec, il a... Trop, c'est trop, hein. C'est fini, là. Oui, quand même. Ouais, forcément. Un collègue orc qu'envoie un mail à sa hiérarchie, quoi. Celui-là, c'est terminé, quoi. Ouais, c'est plus possible. Il va voir l'ombudsman. Il a dépassé le burn. On peut pas travailler dans ces conditions. Énorme. Enfin. Voilà. Tiens, on a un stratégème aussi. Par conséquent, oui, stratégème vendredi. Stratégème vendredi, effectivement. Petit live privé. Petit live privé vendredi. Ah ouais. On est dans une petite phase un petit peu frustrante là côté Planet Wargame parce que la plupart de nos projets vraiment stylés sont en gestation. Et t'es dans la phase où plus tu consacres d'efforts à ça, moins ça se voit sur la chaîne et plus ça en pâtit à la rigueur justement. Et en même temps, tu sais que c'est les prochaines grosses étapes quoi. Donc, mais tu peux pas encore les dévoiler ou les montrer parce que ça serait un peu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, donc un tout petit creux de la vague. Mais on prépare des trucs assez glorieux en coulisses quand même. Donc voilà. C'est vrai. Ouais. Petit live privé effectivement avec ceux qui font vivre la chaîne, nos soutiens Tipeee, vendredi à 21h. Voilà. Bon, on clôt l'actu de la chaîne. On se fait un petit tour commentaire et on passe aux news côté Games Workshop. Ça te va mon petit Will ? Ouais, il y a Hugo qui dit article 1240 du Code civil. Tout dommage causé à autrui doit être réparé par celui qui l'a fait. Le tout écrit en orc, c'est magique. En fait, forcément, tu vois l'orc avec la perruque blanche, là, tu vois, du 17e siècle. Là. Condamné. Magique. Ah, je veux faire ça, putain. T'as le tribunal. Condamné à l'exil. C'est trop beau. Ah, putain. Surtout ton juge orc qui se prend une pierre bénie par Gork dans la tête, quoi. Bref. Alors. Allez, est-ce que tu vois d'autres interventions de qualité dans le chat ? Ou est-ce que là, on était sur la... Vraiment je propose qu'on la crème de la restons crème. Restons sur cette bonne note parce qu'elle était vraiment bien. Ah oui. Ne lisons personne d'autre du coup. On fera pas mieux. Alors, question de Falafail, fallacieux, habile. Ok. Il nous dit, est-ce qu'on a vu le trailer sur les exodites ? Non, pas pour ma part. J'ai vu un trailer de trailer, j'ai vu des captures d'écran, d'images, de trucs comme ça, mais j'ai pas vu le trailer Exodite. Voilà. C'est avec leur petit sang, les Exodites.
ces petits sons de Exodé. Vous connaissez pas? Ça marche pas qu'avec les Kabbalites, hein. À partir du moment où il y a un mot en hit, ça me va. Hein. Bakélite, Kabbalite, Exodite, oui, C'est ça. Tout passe. c'est bien avec cette blague, est-ce qu'on peut la réutiliser du coup toujours, Ah, mais elle est toujours c'est aussi... tout le temps. ouais. Bon, alors, Bon, allez. qu'est-ce qui... Non, c'est tout, en fait, le chat hallucine sur un live qui commence à l'heure, c'est tout. Ils sont subjugués, ils sont encore stun par le live à 21h pile, quoi. Ils sont dépassés. Voilà. Bah non. Non. On est à 5 sur 5 pour le chat. On a perdu tout référentiel commun, en fait. C'est terminé. Bon, alors... bah écoutez, c'est parti. Vous savez quoi? On se fait une petite pause, on se retrouve après pour le débrief du JT du Wargame sur 40K Wargamers TV. Voilà. Le meilleur moment pour aller le chercher, évidemment. Tu vois, voilà. Magnifique. Avec ces bruits de touches, genre Mother of touche, là, quand je tape sur mon clavier. Forcément un petit peu légèrement amplifié par le micro. Voilà. Enfin, moi je pense que faut que tu ailles jusqu'au bout du troll, tu vois. La prochaine fois, tu prends vraiment le bruit du clavier, enfin de la machine à écrire, tu vois, puis avec un bon gros Oui. à la fin, quoi. Voilà. Les lorgnons demi-lune sur le bout du nez, enfin la complète, quoi. On fera ça. Mais si j'ai pas le temps de préparer le lien vidéo de côté, j'ai pas plus le temps de... Comment dirais-je? D'acheter une machine à écrire. Oui, c'est ça. Voilà. Hop là. Voilà. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après pour discuter de tout ça avec le chat dans tous les sens. On y va. Voilà. Pour le héros du Wargame. Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine, dans votre héros du Wargame, un retour sur les annonces faites par Warhammer Community sur les sorties à venir chez Games Workshop pour AOS, Warhammer Underworld et Warhammer Quest. Nous reviendrons ensuite sur les sorties disponibles en magasin, avec là encore du Age of Sigmar, et pour finir, un survol du 41e millénaire avec un guerrier d'Ultramar. Ce week-end, c'était la grande messe des annonces de sortie chez Games Workshop, et ça a été l'occasion d'en apprendre plus sur ce qui nous attend dans les semaines à venir. Commençons tout de suite par l'âge de Sigmar avec la présentation de la suite de la gamme Luminette. Et attention, il y a du monde. Tout d'abord, un seigneur monté sur Tauntaun, mode de nostalgie au maximum avec la nouvelle baliste à répétition. Refonte des maîtres des épées avec ici une traduction plus japonisante d'une des meilleures unités de l'ancien monde. Un superbe mage guerrier à la manière des maîtres du savoir de Hutt. Une nouvelle histoire de jumeaux avec Elania et Eltor, les deux élèves de Teclis et Tyrion. Un sorcier, un chevaucheur de nuages, avec ou sans boule de cristal, un superbe porte-bannière, et un renard volant Huracan que Warhammer Community nous avait déjà montré il y a peu. Ajoutez à cela un décor jouable absolument splendide, et n'en jetez plus, la cour est pleine. Pour couronner le tout, on nous annonce la sortie d'un nouveau Battle Tome. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas encore reçu l'ancien, alors si vous pouviez prendre votre temps, ce serait pas mal. Il est à préciser qu'à l'heure où nous vous en parlons, nous n'avons pas de date de sortie. En tout cas, la gamme Luminette s'enrichit de figurines de plus en plus magnifiques. Age of Sigmar toujours avec la présentation du Krulgast pour les Nighthound. Et pour l'accompagner, un non moins superbe héros Stormcast en la personne de Gardus Steelsoul,
Adeptes des gros marteaux, vous allez être servis. Héros des royaumes mortels toujours, avec le Wright King, annonciateur des légions de morts-vivants qui arriveront plus tard dans l'année. Qu'on soit adepte des socles ronds ou des socles carrés, gageons que cette annonce ne laissera personne insensible. Un petit tour maintenant vers Underworld avec la présentation des orques sauvages. Une bande du plus bel effet dans la plus pure et brutale expression orque. Note particulière pour le chaman, qui fleure bon le pied de Gork, à moins que ce ne soit Mork. Passons maintenant à la grosse annonce Warhammer Quest qui se dévoile de plus en plus. Et cela pour notre plus grand plaisir. La boîte présentée semble tout simplement gargantuesque. Warhammer Quest sera coopératif, à la manière d'un Blackstone Fortress. Vous parcourrez les rues de la Cité Maudite avec un air de Vermintide. Vous aurez 8 héros à votre disposition et ce ne sera pas trop pour affronter la malédiction des morts-vivants. Vos héros devront unir leurs forces pour sauver Ulfenkarn. Toutes les figurines sont splendides et la boîte de jeu regorge de marqueurs, de pions objectifs, de dés et de livres. Avec, à noter, un War Scroll Book pour Age of Sigmar. Bref, tout dans Cursed City nous fait envie. On s'imagine déjà raconter des histoires plus épiques les unes que les autres au sein de cet univers ultra Heroic Fantasy. Il nous faudrait une émission entière pour tout vous présenter. Gageons que Vince et Tim n'y résisteront pas. La seule inquiétude réside dans le prix de la boîte qui pourrait faire très mal au portefeuille. Pour finir sur ces annonces de sortie, un petit teasing dont Games Workshop a le secret. C'est ici un prince démon lié au 3e volet de la saga Broken Realms. Be'lakor semble être de retour. Après cette avalanche d'annonces, voyons un peu ce qui est sorti chez nos revendeurs cette dernière semaine. Ça y est, ils sont là, les partisans mortels de Slaanesh. Avec la sortie du Battle Tome Hedonite of Slaanesh, Sylvad et ses acolytes arrivent et ils sont de toute beauté. C'est une véritable invasion et on ne sait plus où donner de la tête tellement c'est spectaculaire. Myrmidesh, Twin Soul, Slick Blade Seeker, Archer Blightbard, Slaughter et pour finir, le Lord of Gluttony. C'est aussi spectaculaire que les noms sont compliqués. Mais comment diable allons-nous faire pour trouver le temps de peindre tout ça ? On en est presque KO debout, saoulé par tant de magnificence, c'est presque trop d'un coup. On devra faire des choix et on n'en a pas vraiment envie. Et au cas où vous auriez trouvé la voie de la sagesse et de la raison, le Battle Tome des filles de Kane arrive aussi en magasin avec son trio de sorts persistants. Craquage de PEL en vue, fumage de carte bleue. Vite, fuyons vers le 41e millénaire où ça semble un peu plus calme. Bien plus calme en effet avec la sortie de la figurine d'Uriel Ventris, représentée sous sa nouvelle forme primarisée. Uriel Ventris est le héros créé par Graham McNeill dans le cadre de son excellente série de livres sur les guerriers d'Ultramar. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien. Bien, très bien. Alors, parfait. Donc on vous rappelle que vous pouvez aller... vous avez entendu le message, de toute façon, hein, je pense qu'il est passé. Voilà, on vous balance le lien dans le chat. Hein, là, c'est encore plus simple d'aller jeter un œil à 40K Wargamers TV et de s'abonner. Voilà, mettre son petit pouce. Alors, à plus forte raison en ce moment... Abonne-toi, mets la cloche. À plus forte raison en ce moment, parce que justement, je voulais vous en toucher deux mots. Récemment, là, ils ont fait une vidéo sur le mode croisade à Warhammer 40 000. On repart pour un tour. Allez. Et on va là. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller y jeter un œil, parce que on est dans le registre qu'on aime bien, quoi. Hein, voilà. Nous, mode croisade, on verra. Il y a à prendre, il y a à laisser, hein, selon nous.
Mais toujours est-il que c'est super intéressant d'avoir du contenu spécialement sur ce sujet. Ça, c'est super. Tiens, d'ailleurs, regardez, hop là, je vais montrer l'exemple. Je vais mener par l'exemple. Hop là, et voilà, petit pouce bleu. Ouais, voilà. Donc, je vous encourage vivement à aller y faire un tour. Ça présente, dans les grandes lignes, le mode croisade, en détaillant un petit peu les spécificités par endroit. Donc, même pour les débutants, c'est tout à fait adapté, quoi. Et ceux qui n'auraient pas le gros livre de base de Warhammer 40 000, ceux qui n'auraient qu'une édition peut-être allégée dans les petites boîtes de base ou ce genre de choses, là ça vous permet d'avoir un très bon aperçu de tout ça. Et de savoir si c'est fait pour vous ou pas, si vous avez envie d'expérimenter ça avec vos amis, etc. etc. Donc il va y avoir du suivi en plus sur 40K Wargamers TV avec des tests au travers de rapports de bataille, campagnes et choses comme ça. Donc raison de plus pour surveiller de près ce qui se passe sur cette chaîne. Voilà. Et les amateurs du vieux monde également, puisqu'ils devraient faire aussi beaucoup de vidéos bientôt sur Warhammer Battle. Voilà. Donc ça, pour les vrais amateurs, là encore, à surveiller. À surveiller. Bien. De la chagate en perspective. Voilà. Et n'oubliez pas la maîtrise, team, la maîtrise. Sinon, sans toutes elle ces n'est rien. chagates ne seront rien. Bon, bref. Alors, non, sur les news, il y a un point intéressant déjà. C'est qu'il semblerait qu'on ait observé, aujourd'hui précisément, donc breaking news, on vous en informe, que Breaking news. au niveau des envois, ça se débloque un petit peu. Vous savez que depuis 3 mois, c'était très compliqué au niveau de toutes les commandes passées chez Games Workshop, enfin tout ce qui était passé outre-Manche, en fait, à vrai dire, comme commande, c'était très délicat. Ça fait 3 mois que les magasins, enfin les stocks des magasins se vident sans être renouvelés, que les colis ne nous parviennent pas, etc. Il y a des gens qui attendent encore leur cadeau de Noël. Triste d'ailleurs. Bon, ouais. Il y a des... Les petits Billy Elliot. Oui, c'est ça, ouais. Oui, ça marche aussi. Des Oliver Twist, peut-être. Et Oliver Twist, oui, pardon. Oui, enfin, des gosses anglais malheureux, Ouais. quoi. Je Mais, sais pas pourquoi il dansait dans une église, dans une usine, là, du coup, le gamin, là, mais... Bon, c'est raison de plus de se faire battre par le patron avec son haut de forme. ça- Bon, enfin... Ça va pas à travail. ça... La réécriture des classiques. Putain, pauvre et danseur. Putain, il combine, celui-là. Tiens. Allez, un coup de cuillère à porridge pour toi. Bon, donc... Il semblerait que la situation se débloque. Jusque-là, d'après nos informations, Planet Wargame Investigation, tout ce qui était envoyé d'Angleterre, enfin côté Games en tout cas, et y compris les revendeurs, hein, genre Wayland et compagnie, ça passait par UPS, c'était bloqué en Allemagne, dans une ville. Alors Drix avait un début d'explication à ce sujet. Bon, voilà, un début de localité. Et ça s'engorgeait là-bas sans être débloqué, quoi. Bon, voilà. Alors Covid, Brexit combiné, enfin, là, bon, des trucs et d'autres, la complète, quoi. Tout ça aboutissait au fait qu'on ne recevait pas nos figurines, et les magasins non plus. Apparemment, ça se débloque. Ça se débloque. On a reçu plein de choses, dernièrement, et on reçoit aussi des mails comme quoi, bon bah, ça y est, les colis qu'on a attendus pendant longtemps devraient nous parvenir très prochainement. Donc, Et même, qui commence a reçu des stocks aussi. Et notamment, du coup, si vous commandez chez eux, ils ont des stocks là sur pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à profiter de vos 20% de réduction pour les tipeurs de la chaîne. Mais du coup, ils ont du stock et ils pourront vous envoyer les trucs assez rapidement. Ça, c'est bien aussi. ouais, c'est ça. Il y a eu un petit temps mort dernièrement parce que toutes les livraisons étaient un peu gelées, quoi, sur toutes les plateformes. Là, ça reprend. J'ai l'impression que ça reprend. On a reçu la boîte de... J'ai le droit de le dire, Timmy ? Ou tu veux que ça reste une surprise ? Je sais pas. En tout cas, enfin. Tu veux dire par rapport à Games ou par rapport à... Non, par rapport au principal intéressé. Remarque, il peut la prendre en live, hein, ça peut être pas mal, ça peut lui faire une surprise. Non, bah, dis-lui, parce que sinon... ouais, non, dis-lui. Parce que je voulais... Enfin, oui, tu peux lui dire.
Ok, parce que j'en ai déjà trop dit en fait. Oui, oui non, mais on a reçu la boîte de Kill Team aujourd'hui, la dernière boîte, donc c'est bon, ça part. On a juste loupé à peu près 8 codex sortis pour la V9 que Games nous a envoyés et qui se sont perdus dans le warp. Grave. Ah, c'est ballot. Mais Kill Team, on l'a reçu apparemment. Exactement. Donc, on l'a reçu. Bah voilà. Et je vais vous dire, ça va repartir en Suisse direct chez Monsieur Momentum, chez Drix. Yes. Donc, Tu voilà. vas recevoir un mail probablement en fin de semaine pour te demander de choisir ton point relais. Donc vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour voler les identifiants de la boîte mail de Drix. Apparemment. Apparemment. Donc Je lance un Drix, hackathon. Bon, on sait qu'elle est particulièrement pourrie comme boîte Kill Team, désolé, mais c'est pas de notre fait. Hein, je crois qu'on y est pour rien. On y est pour rien. Oh, tu trouveras bien une utilisation à toutes ces petits plots et ces petites portes Necron, quoi, quand même, j'imagine. Puis les Kill Team en elles-mêmes ne seront pas perdus. Dépeceurs magnifiques, hein, par contre, hein, dans le lot. Faut quand même le signaler. Les dépeceurs, je sais pas s'ils forment une super Kill Team Necron, mais les figurines sont sublimes, quoi. Enfin. Donc voilà. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Si on a le temps, on vous fera un petit unboxing improvisé avec Timmy avant de l'expédier. On verra. Quoi qu'il en soit, donc c'est reparti. Ça y est. La relance, les amis, la relance. On peut à nouveau consommer compulsivement et ça arrive. Donc, Ça nous rassure, hein. On se sentait pas bien. oui, on commençait à avoir des sueurs froides. Bien. Alors, qu'est-ce que ça raconte dans le chat par rapport aux news? Et ensuite, je te demanderai, Timmy, sur laquelle des nouveautés qu'on a aperçues dans la vidéo du héros du Wargame, est-ce que tu as envie de revenir? Mais pour l'instant, le chat. Alors, Samuel Cohn nous dit Bellacore Hotel Arena. Et c'est brillant. Je pense que seuls les Parisiens peuvent comprendre. Je peux me tromper, mais ça m'a l'air d'être une private joke de francilien maximum. Accord Hotel Arena pour les autres. Forcément, c'est moins drôle si on l'explique. Mais c'est drôle. Donc, ouais, ressorti de Bellacore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Novaster dit un bel accord à moins de 60 € serait bien. Alors, je sais pas s'il le fait pour le jeu de mots, bel accord, tout ça. Ou s'il espère vraiment moins de 60 € comme prix. Bon, dans les deux cas, c'est lamentable. Dans tous les cas, c'est nul. Voilà. Le jeu de mots est foireux et comment dirais-je, il sera jamais à moins de 60 € en fait. Il sera plutôt, il fera 60 cm de haut, mais il sera à 125 ouais. Au pif, comme ça. C'est plus la tendance, on va dire. Là, moins de 90 €, ça me paraît fort étonnant. C'est plus la tendance. Surtout ouais. sur des démons comme ça, mais c'est même mieux, hein. C'est même mieux parce que ça veut dire une grosse figurine sympa et pas un petit démon qui fait la taille d'un Primaris, quoi. Dire un Magnus ou un truc de cette taille-là, quoi. Parce que, enfin, perso, quitte à le mettre dans une armée et qu'il soit important, autant qu'il ait une belle figue bien grosse, quoi. Ouais. Enfin, t'as dit les deux noms qu'il fallait pas, quoi. Bellacore et Magnus combinés dans une phrase. Pareil, ça, je sais pas s'il m'appartient de le révéler, mais je vais le faire quand même. Il s'est passé un truc lamentable là cette semaine, quand même. C'est, bon. Je continue de penser que c'était une bonne idée à la base et que j'avais pas tous les éléments en main, mais à un moment donné, comment dire, Gandilf, donc celui qui fait les vidéos Adeptus Convertum, hésitait sur ses futurs projets de conversion, etc. Et je lui ai dit, tu sais ce que tu pourrais faire qui serait absolument glorieux, c'est faire une version de Bellacore digne de ce nom. Tu pourrais convertir un Bellacore parce qu'il a une figurine qui date vraiment, il a un fluff et une apparence que je trouve indémodable et géniale. Ça date quand même comme figurine, il est petit, tout ça. Fait un vrai beau Bellacore, quoi, tu vois. Et donc bah voilà, il s'est commandé un petit Magnus 2 jours avant d'apprendre que Games sortait Bellacore, spécifiquement pour le faire. Donc Pour bien faire, il faudrait qu'on lui achète Bellacore, tu vois, pour se faire
pardonnez. Bon, on verra. Du coup, j'espère qu'il coûtera moins de 60 €. Bah, écoute, s'ils nous envoient Bellacor, on te le renverra. Enfin. On l'enverra à Candy. Ouais. Ouais, quelle tristesse, les amis. 2 jours avant le teaser de Games Workshop, quoi. Bien. Alors, Timmy, sur laquelle des sorties est-ce que tu as envie de revenir? Sur laquelle j'ai envie de revenir. Je te rafraîchis la mémoire. D'habitude, c'est laquelle est ma préférée. Ouais. Enfin, je vais Cursed City, quoi. Cursed City, la Warhammer Quest. Ça a l'air fou, hein. Ça a l'air complètement fou. Bon, alors c'est peut-être commencer par le meilleur dès le début, hein. En tout cas, sur une partie qu'on attend sérieusement. Mais c'est vrai que cette boîte-là, toutes les figurines qui ont été révélées ont l'air juste incroyables. Il y a l'air d'avoir encore plus de choses que dans les boîtes précédentes. Donc, enfin, la boîte, enfin, on ne va même pas se poser la question, on va l'acheter direct, quoi. Ça va être vraiment, ça va être top. Le seul petit point noir qui peut un peu m'effrayer, c'est l'aspect. Je me pose la question de combien de figurines vont être en double. Parce que Games Workshop a quand même tendance à doubler les grappes sur les ennemis. Et là, j'ai vu qu'il y en avait 42. Il y a de fortes chances que ce soit 21 x 2, parce que souvent ça marche un peu dans ce sens-là. Ils ont un certain nombre de grappes et en fait, il est divisé par 2, tout simplement pour une simplicité en termes de coût, hein, enfin une réduction de coût. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le côté où j'espère qu'on n'aura pas de... Enfin, j'espère que ce ne sera pas ça. Pour le coup, j'espère qu'ils auront choisi une autre séparation. Mais à part ça, la boîte a l'air vraiment intéressante et je pense que nous, dans notre groupe de jeu, on va sauter dessus et on se posera pas la question, hein, parce que c'est vraiment... ça a l'air d'être une super boîte. Donc c'est bien. En plus, je suis content parce que dedans, il y a 2 figurines qui ressemblent à... Il y en a une, elle te ressemble, et il y en a une, elle ressemble à l'autre joueur de notre groupe, donc c'est parfait. Je suis déçu qu'il n'y en ait pas qui me ressemble au final, mais je trouve ça cool, quoi. Mais rien ne te ressemble, Timmy. On en a déjà discuté. C'est terrifiant. Rien ou tout, on ne sait pas. Ou tout, oui, on ne sait pas. Enfin, l'espèce de doppelganger de YouTube. Oui, c'est très étrange. On a déjà discuté moult fois ça, la difficulté qu'ont les artistes, même les plus volontaires, à te représenter quand ils veulent faire un caméo ou troller ou de mettre une tête de Timmy. Ils sont là genre... C'est jamais moi. C'est jamais moi. C'est facile, tu fais 2 traits, puis tu fais un trait, puis c'est vite, quoi. Et Timmy, à chaque fois, je sais pas, c'est bizarre. Un coup, c'est un vieux docker marocain, un coup, c'est un... On sait pas, en fait, ça change à chaque fois. C'est génial, il est irreprésentable. Mais c'est commun à tous, personne... Moi, j'ai une photo de Timmy qui lui ressemble, j'en ai une fois. Il est un peu flou, de loin, comme ça, il marche dans la neige. Faut imaginer, évidemment, mais c'est tout. Son image est insaisissable. C'est comme ça. Bon, bref. Ouais, tiens, ok. attends, Alors, Cursed City. déjà, merci Maxime. Hein. Yes. Merci Maxime. Et on a Paul Debiève en commentaire qui dit: pour ce qui est des doubles à Cursed City, l'ensemble des figous a été reveal. Il y a 2 unités de 5 figurines en doublon, donc 10 figurines par unité. Attends, voilà. Il y a 2 unités de 5 figurines en doublon, donc 10 figurines unité. Et pour les 22 autres figues, elles sont uniques. D'accord. Donc 22 figurines uniques et le reste qui serait payé. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est un bon ratio. Franchement. C'est un bon ratio. Bon, ça passe. Oui. Ça passe. En fait, si on reprend les boîtes précédentes, il y a des... Et puis, même Osef, les boîtes précédentes, mais juste sur celle-là, les squelettes, les avoir en double, si c'est ceux avec des lances, des épées, des trucs comme ça, en soi, c'est pas hyper grave.
Là où c'est chiant, en fait, c'est quand ça se retrouve sur des figurines un peu plus... genre le squelette qui est accroché, là, enfin, qui est pendu, si on l'a 2 fois pareil, c'est là où c'est un peu bof, quoi. Mais bon, on verra. Ouais. Alors, Curse City, oui, bah, je veux pas casser la vague d'enthousiasme assez unanime qu'il y a par rapport à ce jeu. Surtout que ça a l'air de vraiment interpeller ceux qui n'y jouent pas à Age of Sigmar, voire même ceux qui seraient un peu fâchés avec cet univers-là parce que Warhammer Battle c'était mieux, etc., etc. Bref. Là, ça a l'air de toucher leurs points sensibles, tu vois, Curse City. Donc je ne vais rien dire de mauvais par rapport à ce jeu, surtout à plus forte raison avant qu'il soit sorti. Si ce n'est que ça sent un petit peu le produit écoulé, à mon avis, 2 heures après sa mise en vente. Donc, si vous le voulez, bah, faudra que vous le veto pour acheter votre exemplaire. À mon avis, dans les premières heures en tout cas. Et après, bon, l'ambiance a l'air terrible, quoi. Ça a l'air d'être une tuerie, il y a des figurines absolument magnifiques en pagaille, ça on l'a vu, hein, c'est clair. Je crois que ça a tendance à mettre à peu près tout le monde d'accord. Seul truc, personnellement, je pense que on verra les mécaniques de jeu le jour J. J'espère qu'ils ont tiré les leçons de, comment dirais-je, Blackstone Fortress. Et qu'au final, je me plais à espérer un petit retour quand même depuis Blackstone Fortress, plutôt vers le premier Warhammer Quest à avoir, enfin nouvelle génération, on va dire. Silver Tower, qui était finalement en fait beaucoup plus plaisant et beaucoup mieux. Et si, pour peu que ça prenne, il y a un nouvel espoir là. Il y a un nouvel espoir parce qu'en fait ils avaient initié quelque chose qui était absolument glorieux avec Silver Tower et c'est dommage malheureusement que ça n'ait pas perduré, ça n'ait pas pris. Il faut dire que pour tout un tas de raisons le jeu a été relativement boudé par pas mal de gens, mais Silver Tower t'avais aussi toutes les extensions. Enfin, extension je veux dire par là, une application à 6€ une fois je crois, pour, en termes d'achat, où tu avais les profils de tous les personnages de Age of Sigmar, jouables à Silver Tower. Donc tu pouvais jouer du Séraphon, tu pouvais jouer du nain, même old school, des vieilles figurines, tu pouvais jouer du chaos, tu pouvais jouer n'importe quoi. Tu pouvais te faire une équipe du chaos exclusivement. Tu pouvais te faire une équipe de héros, hein, les good guys, tu joues les 4 personnages chaotiques, tu vois, de ton choix, face aux ennemis, quoi. Pareil, tu pouvais varier bien sûr les ennemis avec voilà, les règles correspondantes qui étaient fournies dans la petite application là. Si on revenait un petit peu vers ça, ça ferait vraiment très plaisir puisque c'est juste la promesse d'une infinité de déclinaisons possibles derrière. Une fois que tu as une boîte, tu peux te faire plaisir avec les figurines de ton choix, plutôt que vivre l'aventure une fois en one shot et ne jamais y revenir, quoi. Ce serait génial. Voilà, le juste milieu, le bon équilibre entre Silver Tower et, comment on appelle ça, Blackstone Fortress, ce serait le paradis pour moi. Le meilleur des deux versions. Dans un indice qui va dans ce sens-là, c'est d'avoir conservé la carte mystère. Tu sais, la carte que tu n'obtiens qu'en ayant terminé l'aventure, là, cette enveloppe scellée. Bon, même si son contenu était assez décevant dans Blackstone Fortress et que du coup, on espère que ce soit pas la même chose dedans, mais ils ont repris cet élément de game design et c'est vrai qu'instantanément tu te fais bah oui, mais j'ai envie de terminer le jeu pour voir ce qu'il y a dedans, tu vois. Peut-être pour être déçu, mais peut-être aussi juste pour voir ce qu'il y a dedans, quoi. Et ça, du coup, c'est un des éléments qu'ils ont repris et qui est top. Si en plus de ça, ils reprennent les éléments qu'on a bien appréciés dans Silver Tower et les éléments dont on a entendu parler et qui avaient l'air bien dans la suite de Silver Tower, Shadow over Emerald, ça, alors là, on peut vraiment avoir un truc qui soit enfin le crossover ultime en fait de tous ces trucs-là, quoi. Donc, on espère, on attend désespérément que ça sorte et puis on testera, ça c'est sûr, on testera. Ouais, tout à fait. Alors il y a... Je propose qu'on fasse juste 30 secondes de pause pour lire les commentaires Bien sûr. Enfin les commentaires qu'on a reçus sur les dons, pardon. Parce qu'on n'a pas lu le don d'Arieb notamment, qui était... Je suis prêt à servir une fois encore.
Avec moi, mes frères. Donc Arieb qui avait dit décidément encore de garde, je vais louper la moitié. Comme on est à la moitié là en plus, il a dû déjà. Il devait être là et maintenant il est plus là. Ou c'est l'autre moitié qui est là, je sais pas. Et Maxime qui nous avait dit du coup pour le bel accord de Gandalf. Donc son nom. Merci pour lui. Sinon pour Curse City, on a déjà vu les leaks de doublons, donc Crypt et Espoir Team. Et en attendant, on avance les décors Necromunda ce soir. Et bon courage à toi du coup. Décor Necromunda, c'est bien ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui bosse là-dessus. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui fait du Necromunda en règle générale. Donc, Très bien. Oui, j'ai vu ça. Maxime Bourri s'est acheté la boîte de base de Necromunda, Underhive, la fameuse. Voilà. Et c'est donc c'est les décors, les petites portes, les petits machins, les caisses de munitions, etc. Le set de décor sympa, toujours utile au demeurant. Même à 40K, on peut toujours s'en servir. Très bien. Alors, oui, il y a Charles B qui nous confirme. Vince a raison. Déjà, ça c'est un commentaire qui commence bien. Madame a réussi le Sims. Ah oui, effectivement. Madame B nous avait représenté sous forme de Sims. Et elle avait réussi le Sims de Vincent sans souci. Et pour Tim, elle a galéré pendant un bon moment sans jamais réussir à bien le faire. Mais Timmy, c'est, ouais, je sais pas, c'est un concept, je pense. C'est plus une impression. Chacun le voit un petit peu à sa façon, quoi. En fait, il apparaît différemment. Exactement. Suivant. Je n'ai pas d'état fini. Le Timmy est dans l'œil de celui qui regarde. Hein. C'est comme on dit souvent. Bon, alors, ouais. Sinon, Timmy, avant qu'on passe au sujet du soir là. Un petit avis sur les... comment ils s'appellent déjà les elfes, là. Les Lumines, ouais. Les Lumines, s'il te plaît. Un avis. Plusieurs avis même. Plusieurs avis, parce qu'il y a du très bon et il y a du chelou. Attends. Il y a du chelou, il y a du très bon. Dans le très bon, il y a clairement... alors, le petit décor, là. Le petit jardin zen avec la fontaine, l'arche et puis les bonsaïs dedans, etc. Enfin, à ce niveau-là, c'est ouf. Ça, c'est super. C'est super. En plus, ça pose une ambiance qui, instantanée. Tu veux voir des tables en fait basées là-dessus, quoi. Tu sais, des tables, alors rocher volant et compagnie, bon, d'accord, mais avec le délire petit palais japonais, petit jardin à la japonaise aussi, et c'est, enfin, ça vend du rêve en fait, ça vend du rêve, donc ça c'est impec. Après pour le reste, bon, il y a des figurines, bon, les figurines qui marchent l'une sur l'autre, c'est un peu chelou. Le gars sur son nuage. Ouais, forcément, je vais être un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que le feeling Dragon Ball Z, il est là aussi. Le gars qui fait la calligraphie aussi. Bon, lui, il est stylé, j'aime bien. J'aime bien le délire, en fait. J'aime bien le côté... du gars qui je sais pas, il signe un autographe en direct. Enfin, je sais pas ce qu'il fait. Mais j'aime bien l'idée. Mais en fait, après, le truc, c'est que au final, il y a quand même un espèce de feeling vraiment chelou, tout ça, quoi. Enfin, je peux pas m'empêcher à... Tu sais, il y a des trucs excellents et des trucs vraiment bizarres, quoi. Et ça, c'est... Voilà. Là, je m'arrête là-dessus, effectivement. Des trucs excellents, des trucs bizarres, tu dis. Et c'est vrai que ça me fait cet effet-là. C'est vraiment l'armée où se côtoient le pire et le meilleur, quoi. C'est très étonnant. Enfin, lui, on en parlait. Enfin, lui, avec sa double arbalète où il est en mode je vais viser. Mais en fait, c'est subtilement sublime et subtilement raté en même temps. Ça me fait cet effet-là. C'est-à-dire, bon, déjà, outre le problème de perspective là sur la photo où t'as l'impression que le mec a un carquois énorme dans le dos. C'est ce que j'allais dire. En fait, avec son carquois avec 27 flèches. Il est sur trépied en 3D, ça passe beaucoup mieux. Il n'est pas dans son dos. Et c'est vrai que tu vois, t'es là genre, ok, le retour des balistes à répétition au Elf, dans une version
revisitée et plus épurée, et intéressante, tu vois. Et en même temps, juste ça. Je sais pas, ça nous fait le même effet en fait à Timmy et moi. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. C'est subtil, évidemment, mais t'as le côté. Ok, fonctionnellement, ça a l'air de marcher cette histoire. J'ai pas d'objection. Comment dirais-je Si ce n'est la gravité. Non, ça passe, ça passe, ça passe. Mais c'est ce côté, tu vois. Bizarrement, une baliste à répétition, tu vois, une baliste un peu façon orgue, là, avec les tirs multiples, ça passe et tout, parfait. Mais là, t'as un côté genre, tiens, je te tire dessus avec mes deux yeux, en fait, tu vois, double visée, double dérouillé, en fait, façon. Percée du regard, quoi. Il y a un truc qui va pas, ouais, il y a un truc qui va pas, je te nique avec mes deux yeux, moi, tu vois. Ça va pas, en fait. Et. C'est à l'image de l'armée en général, il y a des trucs sublimes dedans, incroyables. Et puis d'autres où ça interpelle un petit peu plus qu'autre chose. Ceux-là, les mecs avec les épées, par exemple, ils sont cool. Hein. Enfin, je veux dire, les petits fanions derrière, c'est sympa, ça marche bien. Ils ont des épées, elles sont cool. Bon, les casques sont un petit peu too much. Je suis pas fan à 100%, mais en soi, la figurine en soi est cool. Et puis, ayant vu les autres luminettes... je sais que ça va être du coup des figurines très sympas. Mais c'est juste que, bon, le kangourou là, qui vole en tourbillon, bon, c'est assez particulier. Et le gars sur le nuage. L'autre qui marche sur son pote aussi. Bon, il y a des trucs comme ça où histoire d'être positif, je vais dire qu'ils tentent des choses. Je vais dire qu'ils tentent des choses et que peut-être ça trouvera son public. Mais bon, quand on n'est pas le public, on trouve ça bizarre, quoi. On est un peu surpris. Bon, après, ça c'est normal. Si t'es pas le public, voilà. Quelque part. Par contre, là où je reconnais, quand même quelque chose, c'est que l'avantage, ils ont pris ce parti pris alors de faire des trucs chelous. Enfin, volontairement ou non. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de figurines pour faire cette armée au final, parce que vous allez vraiment avoir beaucoup de choses. Et donc, techniquement, vous pouvez passer à côté des trucs les plus chelous. Exactement. C'est-à-dire que les unités principales, elles sont cool. Les archers, puis les épéistes, et puis les boucliers, les lanciers, les machins, ils sont clean, ils sont bien. Si vous voulez faire un peu de conversion dessus parce que vous aimez pas, je sais pas, le bouclier ou la lance ou peu importe, vous pourrez, ce sera pas trop lourd et ça tiendra quand même. Et si jamais les animaux ils vous dérangent, des choses comme ça, vous pourrez passer à côté largement. Ce sera qu'une seule figurine ou une petite unité à virer ou à modifier. Donc ça c'est, je pense que c'est une bonne manière en fait de. Enfin c'est un bon aspect à garder en tête, quoi. Ouais, tu fais le tri. Exactement. Mais oui, c'est étonnant. C'est une armée vraiment où se côtoie le old school à la fois, comme cette bannière peut en témoigner, parce qu'il y a vraiment un effet où elle donne l'impression d'être une vieille bannière imprimée sur papier, comme on en voyait sur les figurines d'antan, et en même temps c'est du plastique, et en même temps la figurine est fine et détaillée. Et puis, tu vois, ça se juxtapose avec juste à côté les trucs les plus modernes et audacieux qui soient en termes de sculpture, quoi. Donc c'est très étonnant. Bon, personnellement, j'aime bien les deux personnages. Tu vois, il y a un espèce de ballet astral là qui s'opère, quoi. T'as le soleil et la lune. Donc, ah ouais, pas bête. Et oui. Alors, bien joué, bien vu l'aveugle. Mais tu vois, justement, je trouve qu'ils me font moins d'effet que les Céleste et je ne sais plus qui là dans l'armée de Slanesh. Le géant avec la démonette au-dessus. Ouais, tu vois, je préférais ce côté vraiment de l'immense géant et puis la petite démonette à côté. Ouais. J'étais plus attiré. Mais après, c'est vrai que les deux figurines en soi, en fait, les deux ont une pose cool. C'est juste le fait qu'il y en ait une sur l'épaule de l'autre où c'est bizarre. Mais non, mais c'est juste, tu sais, c'est le tâtement de voûte plantaire façon tigre et dragon, tu vois. C'est la marche sur les bambous, c'est du léger, sûr, c'est ouais. du... C'est le... Ça file. Voilà. Et
Et donc voilà, d'ailleurs en parlant de ça, en parlant de Tigre et Dragon et tout, moi je cesse de m'étonner que de sortie en sortie, et de révélation en révélation, cette armée, elle change complètement pour moi d'influence un peu esthétique, culturelle, tu vois. Je les ai vus, enfin je suis passé par tous les stades. Au début genre, ah mais c'est des Grecs, après, ah mais c'est des Assyriens, ou Babyloniens, enfin c'est pareil, en gros. Ah mais c'est des... Enfin je sais plus, je suis passé par différents stades, et là c'est le côté chinois qui ressort finalement à la fin. Pas japonais, chinois. À la fin. Mais en étant passé par à peu près tous les continents et toutes les périodes de l'histoire, quoi. Donc c'est très étonnant, quoi. Mais c'est pas forcément un reproche ou une critique. Peut-être que dans le temps, ça va s'installer et ça va acquérir une certaine. Ça va être un truc qui peut se savourer en plusieurs couches. Un petit peu comme je me faisais la réflexion il y a pas longtemps pour les Eldar. C'est le cas aussi. Pour moi, les Eldar, il y a toujours eu le côté chinois, en fait. Voilà. Par différents aspects, ça s'explique. Voilà. Et pas forcément l'éléphant au milieu de la pièce, hein, le gros yin et yang sur le plastron d'Azurmen, mais différents éléments, quoi. Et tu vois, c'est déjà arrivé qu'en discussion avec un ami d'un ami, il dit, bah non, mais, enfin, ils sont grecs, ils ont toujours été grecs pour moi, les Eldar et tout. Ah bon, hein. Et tu as ce côté-là un petit peu ambigu, finalement, des Eldar. Par certains aspects, on pourrait même les rapprocher des Égyptiens. Il y a un côté comme ça, enfin, entre leur mythologie, entre leur... il y a un aspect comme ça. Et c'est plutôt une ambiguïté qui, dans leur cas, les sert. En fait, ça donne de la profondeur à cette armée, de la richesse, et tu l'apprécies différemment, etc. Voilà. Peut-être que ça va finir par faire ça avec les luminettes et que tout ce qui manque, c'est un peu de temps. Je suis là pour servir. C'est possible. Merci Maxime pour ton don. Timmy, tu gardes son message de côté, on va le lire tout à l'heure. Yes. Donc, voilà. Et pour conclure, juste conseil pratique. Je sais pas si ça s'applique à ce que je vais dire, mais puisque désormais, moi, je vois l'aspect plus chinois, en fait, qui se dégage de l'esthétique des Lumines, je dirais qu'à ce moment-là, ceux qui sont intéressés à l'idée de se faire une armée de cette faction, ou qui ont déjà des figurines de côté, jetez un œil au film La Grande Muraille. Voilà. Avec... comment il s'appelle, ouais. Matt Damon. Oui, Matt Damon, ouais. Matt Damon, voilà. Bon, ça peut faire dresser les cheveux sur la tête de quelques cinéphiles, hein, c'est possible. Hein. Évidemment, c'est pas le film du siècle. Mais ça n'en reste pas moins un film qui se regarde très bien, quoi. On passerait pas un mauvais moment. Oui, en fait, surtout pour l'aspect esthétique. Et là, pour le coup, je pense que c'est une source d'inspiration délirante. Déjà, vous avez des déclinaisons de 5-6 couleurs différentes d'armure et d'uniformes qui ressemblent un petit peu à ceux des luminettes finalement. Et ça peut vous donner une idée pour vos schémas de couleurs, pour vous aiguiller dans vos choix. Est-ce que je les préfère en rouge, en bleu, en violet, en vert? Je crois qu'il y a des verts aussi. Donc la Grande Muraille, ouais, carrément. Et je dis ça avec d'autant plus de conviction que quand on était passé chez French Wargame Studio, j'avais vu son armée de luminettes qui est basée sur un schéma où en fait c'est métallique, teinté de vert bleuté, turquoise, ouais. Et je suis convaincu que le côté métallique teinté, quelle que soit la couleur, ça doit être le meilleur traitement en fait pour cette armée, quoi. J'en ai cette impression-là. Et c'est vraiment complémentaire avec ce film La Grande Muraille, si vous y jetez un œil à l'occasion, quoi. Voilà, bon, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour vraiment de tout ce que j'avais à dire sur les luminettes. Timmy ou... Ouais, non, mais en fait, c'est con, mais les quelques éléments, justement, un peu asiatiques qui étaient glissés dedans avec les petits bonsaïs à droite à gauche, on les avait pas calculés. Il y a que enfin, en tout cas, moi, je les ai pas calculés. Et il y a que en voyant ce gros morceau de décor qui est vraiment marqué dessus jardin asiatique, tu vois. Enfin, c'est là où tu fais ah oui, bon, tout de suite, je perçois un peu plus ce type comment dire, ce type d'inspiration, pardon. Et
Et en fait, j'aime bien, quoi, parce que je trouve que justement, c'est quelque chose qui marche très bien dans l'univers d'AOS. En plus, tu reparles du film La Grande Muraille, et c'est clair que bah, c'est quelque chose c'est un film en soi qui est assez cool et qui, c'est vrai que esthétiquement parlant, il tient bien la route. Dans le délire, ça marche avec l'univers d'AOS. Donc c'est vrai que c'est pas mal et il est euh, un peu asiatique pour vraiment être large dans l'inspiration. Et du coup, non, ouais, je trouve ça cool euh, et ouais, j'aime bien. J'aime bien, c'est sympa. Ça change un peu, ça rajoute des trucs un peu différents et surtout, c'est vrai que ça prend un côté un peu différent de ce à quoi on pouvait s'attendre sur les elfes, où on n'est plus sur quelque chose de très d'ultra classique, euh, sans pour autant en fait complètement breaker leurs racines en fait, on va dire. Et du coup, non, je trouve que ça marche bien, quoi. Ok, impeccable. Impeccable. Et Est-ce que tiens, tu on veux... avait Maxime Bourré, Oui. du coup, qui nous avait fait un don. Où Je il suis disait, là pour servir. je refais un petit don histoire de partager mon avis. J'aurais préféré qu'ils assument totalement le côté asiatique, car on en a vraiment des aspects. Là, on est le cul entre deux chaises, et clairement, une armée d'elfes samouraïs, ça se vendrait très bien. C'est vrai qu'elfes samouraïs, ça marche bien, en plus. En termes de pitch pour une armée, et eux, c'est des elfes samouraïs, j'aime bien, ça marche. Oui, t'es confiant dans les ventes, ouais, normalement. T'as deux mots-clés pas mal, là. Ouais. Oui, Dans oui, le on chat, est il y a pas d'accord. mal de personnes qui disaient que c'est pour attirer le marché, justement la Chine, le Japon, etc. Euh, je sais pas. J'en sais Je sais rien. pas. Moi, j'ai toujours été j'ai- sceptique par rapport à cette approche. Ils sortent des sorts de bataille, c'est pour attirer des filles. Ils sortent une armée à telle inspiration de tel continent, telle civilisation, etc. C'est pour attirer ces mecs-là. C'est Ouais, il y a un côté un peu assez simpliste étrange en dedans quand fait. même, hein. Oui, oui, c'est ouais, exactement. Ouais. Et ça correspond pas forcément au demeurant à ce qu'on. Enfin bon, il y a une partie peut-être des gens dont les achats sont dictés par ça. C'est possible, je le nie pas. Mais je ne pense pas que ce soit aussi répandu, majoritaire que vous le semblez le penser. Alors, bon, sinon ça fait la critique, la review de La Grande Muraille. C'est une merde, c'est infâme, comment tu peux recommander ça? Matt Damon est un faux chinois. Déjà, non. Non, enfin, Alors déjà, il est pas chinois dans le film, full hein. blanc dans le film. Il est- Enfin, Ouais, ouais, pour le coup, c'est pas du. c'est basiquement le fils de Marco Polo, hein. Peu importe face, enfin, c'est du. Si je veux bien que ce soit incongru, les deux blancs dans le film, bon, pourquoi pas, tu vois, enfin, question. Là. Mais ça, c'est le mécanisme, en gros, tu ne vas pas voir. Enfin, le public occidental ne va pas voir le film s'il n'y a pas une tête d'affiche qui lui est familière. Voilà. Ouais, c'est Au ça. demeurant, quelle que soit sa couleur de peau, mais il y a besoin de ça. Un D'autant plus que référent le film familier est- qui fait que tu vas voir. Sinon, l'affiche, en fait, il y a cet effet-là, quand même. Sur le grand D'autant nombre, plus que on le va dire, film sur la est un majorité. pur produit marketing, hein. Enfin, c'est un pur produit, c'est une production Alibaba qui est vraiment. C'est un film hollywoodien produit par Alibaba en Chine, juste pour avoir une espèce de percée du marché chinois et de développer des concepts hollywoodiens sur le marché asiatique, en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est pratiquement que des acteurs chinois que vous connaissez pas, vous n'avez jamais vu, et quelques acteurs hollywoodiens qui ont reçu des gros chèques pour faire ça, quoi. Mais, et en fait, au final, le film est vraiment pas si. Enfin, je veux dire, on vous le vend pas en disant c'est quoi que ce soit, mais c'est que c'est quelque chose. En vrai, c'est un bon divertissement, quoi. Il est sympa, vous allez le voir, les images sont sympas, c'est joli, et surtout, le regardez pas en mode est-ce que je. En fait, si vous êtes allé le voir au cinéma, je peux comprendre pourquoi vous avez le seum. Par contre, si vous le regardez après, et que vous le regardez avec l'œil du hobbyiste, là, vous passerez un bon moment. Maintenant, si vous pensez aux 15 € que vous avez dépensé dans votre popcorn, tout ça, ah oui, ça vous fait.
Ah oui, il y a Belenos dans le chat qui dit Vincent, c'était sympa ton passage chez Creative Wargame, tu nous as saucé. Merci Belenos. Et effectivement, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner en début de live, même si c'est toujours mieux de le faire plutôt a priori qu'a posteriori. Hein, donc je l'ai fait dans le dernier live, mais j'étais en live sur Creative Wargame récemment. Je ne sais plus exactement quand, dans les tourmentes de la maladie, là, j'ai perdu la notion du temps. C'était jeudi dernier ou un truc comme ça. Ah oui, oui, oui. Voilà. J'étais complètement perdu. Mais c'était très sympa. Franchement, ils nous ont bien reçus. 40K Wargamer TV qui dit en fait, faut pas le prendre pour un film historique. Oui, ouais. Notamment le moment avec les monstres. Oui, voilà. C'est le moment où il commençait à avoir une invasion tyrannide dans la Chine antique que j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais bon, effectivement, oui. Alors, donc, vous pouvez aller voir la rediff de ce live-là sur Creative Wargame si le cœur vous en dit. Ma foi, c'était bien sympa. Ça parlait, pour une fois, exclusivement de modélisme, de fluff un petit peu, par ma présence, mais surtout beaucoup de modélisme, avec de sublimes armées quand même, franchement, qu'ils ont reçues pour leur Army Parade. C'est beau à voir, quoi. Bien, alors... Tiens, justement, Philippe Michel Elie dit salut à tous. Je vous ai justement découvert et rejoint suite au live Creative Wargame. J'étais l'armée nain convertie avec le Panzer Marcher. Ravi d'être parmi. Ah oui, c'est Alaric sur notre Discord. Ça y est, je le resitue, je l'ai identifié. Bienvenue à toi. Merci d'élargir ton cercle vidéo sur YouTube. Il est content. Content, il l'a fait. Un petit, oui, un petit clin d'œil au dernier live, quoi. C'est bien, c'est très bien. On passe à la deuxième partie de soirée, là, les petits dossiers de ce soir. Donc, dans l'ordre Codex Zélote, puis concours de décor. C'est quoi? Je vais faire l'annonce du concours de décor d'abord. Ça va être beaucoup plus raisonnable que de la faire à 23h30. Ou voilà. Ouais. Bon. Alors, c'est très simple. Dans 2 mois, jour pour jour, donc je crois le 20 avril. Hein, le 20 avril, vous... Jour pour jour. Oui, 8 semaines, enfin bon, allez. Le 20 avril. Nous réunirons le même jury d'élite que lors du dernier concours de décor que nous avions organisé. Pour y participer, c'est très simple. Les modalités sont les suivantes. Il vous suffit d'envoyer des photos des décors que vous avez réalisés pendant ce temps par mail à l'adresse suivante contact@planetwargame.com contact@planetwargame.com. Timmy va vous l'écrire dans le chat. Il me regarde tout de suite. Oh là, putain. Encore du travail. Mec. Tu iras pas loin avec cette mentalité. Alors, donc... par ailleurs, de voilà, l'autre côté de la rue pour trouver du travail. le thème est donné. Il faut que votre décor soit conçu pour Warhammer 40 000, l'univers de Warhammer 40 000 en tout cas, et qu'il vienne s'insérer dans la campagne Venetian Sector 2, actuellement en cours. Donc vous avez pléthore de planètes parmi lesquelles choisir, du monde cardinal au monde forge, en passant par... le monde océanique, le monde glaciaire, le monde volcanique. Vous avez tout ça sur la carte du secteur Venexian, sur le site venetiansector.com, dont je n'oserais pas dire que Timmy va vous balancer un lien vers venetiansector.com dans le chat, parce que c'est jamais... a priori... Tu rigoles, celui-là je l'ai fait. Celle-ci je l'ai fait moi-même, alors du coup maintenant j'ai envie de le partager. Voilà. Bordel. Très bien. Je suis tombé dans ce piège. Vous choisissez un monde qui vous plaît sur la carte, vous regardez la vidéo de campagne Venetian Sector 2, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes armé mentalement pour faire un décor qui se prête au thème de la campagne. Et voilà, vous n'oubliez pas dans
dans le mail que vous nous envoyez pour participer, d'adjoindre une petite description de votre décor en nous détaillant ce qu'il y a d'intéressant à ce sujet, c'est-à-dire les étapes de la construction, si vous avez envie de revenir dessus, si c'était pertinent, et le fluff éventuel de ce décor. Pas obligatoire, mais ça vous vaudra des points bonus, évidemment. Le système de notation sera le suivant. On commence par poser les bases. On est sur une appréciation totalement arbitraire, injuste, erratique et passablement absurde de vos créations. C'est comme ça. En même temps, voilà, si vous voulez un système de notes plus pertinent, vous avez qu'à faire votre propre chaîne YouTube et votre propre concours de décors, quoi. Dans l'ordre, vos décors seront notés sur les critères suivants. D'abord, moi je commencerai par évaluer la pertinence du fluff et du look de votre décor dans le cadre de la campagne Venetian Sector 2. Est-ce que ça s'accorde bien au fluff de la campagne? Je noterai ça sur 5. Ensuite, Luthor Archon, lui sera chargé d'estimer le degré de, d'artisanat qu'il y a dans votre décor. Est-ce que c'est fait maison? Est-ce que c'est personnel ou personnalisé avec des conversions, des emplois de bits divers et variés, des emplois de matériaux ingénieux, des choses comme ça, bref. Donc ça, voilà, c'est Sieur Luthor Archon lui-même qui se chargera d'arbitrer sur cette question-là, encore une fois, en notant sur 5. Ensuite, on aura Benjamin Torres, lui-même, voilà, le meilleur et le plus fiable de tous les peintres pros de la galaxie, qui aura à charge de noter tout simplement le caractère esthétique de votre décor, la peinture, l'apparence globale, voilà. Et Timmy, lui, pour finir, notera sur 5 la jouabilité de votre décor, les éventuelles règles spéciales que vous pourriez lui avoir ajoutées, pour donner un peu plus de saveur, et en somme, il aura à charge de déterminer, toujours sur 5, à quel degré est-ce que votre décor lui donne envie de jouer dessus. Vous voyez ? Toute la différence des fois entre... Il y a des décors qui sont sublimes, et puis on les voit, on se dit, bon bah c'est cool, ça fera un chouette diorama, mais ça s'arrête là. On n'a pas envie de jouer dessus, on n'a pas envie de disputer une bataille, ça n'appelle pas spécialement le... C'est pas une invitation au fun, quoi. Voilà. Timmy, lui, faites-lui confiance, c'est un expert en... expert en fun. Donc, Pour donner son avis. c'est lui qui décide ce qui est fun et ce qui ne l'est pas. Non, c'est pas drôle, ok. Il le déterminera sur 5. Le tout, parce que c'est quand même bien fait comme système, vous le noterez, donne une note sur 20. Voilà. Et bah, vous serez hiérarchisé par ordre de notes, comme ça, reçues par notre jury, à 4 têtes. Et voilà, le but sera de déterminer le grand gagnant, bon évidemment, sans se prendre très au sérieux là-dessus, vous l'aurez compris. Vu que ça donne des résultats un peu erratiques, on a vu passer des 6 sur 5 et des trucs comme ça validés quand même hein, dans le dernier concours. Je dis ça, je dis rien, hein, mais si c'était que moi, franchement, ça se passerait pas comme ça, hein, vous pouvez le croire. Bon, voilà. Quel délai pour le décor? 2 mois, jusqu'au 20 avril, à NetEpic qui pose la question. Donc 2 mois jusqu'au 20 avril. Je vois son pseudo, NetEpic au passage, ça me fait penser que j'ai dit univers de Warhammer 40 000 hein, pour votre décor. Par conséquent, eh ben, ça peut être du Epic, ça peut être... alors après, tous les autres jeux ont tendance à être à la même échelle, donc ça change pas grand-chose. Hein. Mais voilà, Kill Team, Necromunda, Warhammer 40 000, peu importe. Tout ça, ça change pas. Mais tout y passe, tout y passe. Au niveau de la taille de votre décor, il n'y a pas de limite. Une caisse de munitions, pourquoi pas? Bon, enfin... Vous en paierez le prix, mais vous faites une table entière, très bien. Très bien. Il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. D'ailleurs, il y a la première édition, le live dans lequel on revoit tous les décors de la première édition qui est disponible sur la chaîne. Si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil pour voir ensemble. Voilà. Si vous voulez faire de notation. Si vous voulez la jouer optimisée savoir sur qui a gagné. ce coup-là, voilà, et connaître les points faibles
de chaque membre du jury, bah, c'est le moment d'aller voir la rediffusion, quoi. Bien. Alors Ben de Pique nous dit déjà qu'à la demande générale, il annonce officiellement que dès ce week-end, il lance la construction de Fort Fifrelin. Oh, ça promet. Ça promet. Bien. Voilà. Donc, bah, j'ai hâte d'y être. Franchement, à 4, c'était un bonheur la dernière fois, donc faites-moi confiance. On va se marrer. Est-ce qu'il serait pas temps de passer au codex Zélote, mon Timmy? On peut. Allons-y. Très bien. Je ne vois pas D'inconvénient à cela? chose qui puisse nous... Ouais. Niveau cadrage, qu'est-ce que ça raconte? Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça passe. Alors, comme je l'ai dit en début d'émission, merci à Rieb. Ça aussi, je l'ai dit en début d'émission. Tiens, qui nous dit, regardez, vraiment, il n'y a aucun doublon dans Curse City. Ah, ça j'aime bien ça. C'est excellent ça comme info. Ah, ça change. Bon, ok. On nous aurait donc menti. A priori. Et j'ai envie d'aller sur... Je vais Bon, aller sur Warhammer Community. Timmy, mets-toi sur le coup pendant ce temps-là. Moi, je suis parti pour 1 heure de monologue, de toute façon, donc n'hésite pas. Donc, comme je vous le disais, c'est la V2 du codex. Il y a une première version, il y en aura d'autres. C'est pas la dernière. Ce qui me manque, notamment à l'heure actuelle, cruellement, ce sont des visuels pour chacune des petites unités. Alors, avec Timmy, on va en réaliser certains, une bonne partie même d'ailleurs. Hein. On a des projets de figurines pour la plupart des entrées. Mais c'est le moment aussi où vous pouvez être le bienvenu pour venir insérer la photo de votre version de cette unité à chaque fois. Donc pour ceux qui ont déjà fait des kill teams ou des armées zélotes, bah, c'est le moment aussi de vous manifester si vous voulez vous incruster dans le codex. Bon, sachant que voilà, il y aura aussi un arbitrage en dernière analyse de ma part, puisque pour connaître un petit peu les phénomènes, je dirais que le projet Zélote a eu tendance à attirer à lui, malgré lui, toute une foule de mecs, de participants géniaux qui contribuent vraiment au truc, qui m'ont aidé pour la rédaction du codex, mais qui, consciemment ou non, sont en perma roleplay Zélote aussi. Donc, va falloir cadrer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des putains de singes, c'est des putains de babouins. C'est ça que ça veut dire, Timmy. C'est affligeant. C'est affligeant, mais de temps en temps, tu sais, c'est ce babouin qui de temps en temps te sort une toile d'art brut que sur un malentendu tu peux vendre à un de ces musées d'art moderne européen à 20 000 €, tu vois. Tu fais il fait des trucs bien quand même, il fait des trucs bien. Donc voilà, c'est un site à modérer ton jugement. Bon, alors. Je vais commencer pas par le commencement. On va directement se propulser là vers la fin du codex dans les règles spéciales. Parce que c'est de loin l'ajout le plus intéressant, je pense, depuis la dernière fois où je vous ai montré le codex. Les obédiences. Les obédiences, c'est un ajout et pas des moindres. En cours de route, tout en rédigeant ce codex Zélote et en ayant en tête spécifiquement les Zélotes d'Uriantina, il faut le reconnaître, avec leur version de déviation de la religion impériale et donc leur propre schisme, leur propre spiritualité, etc., etc., je me suis dit, c'est très bien ce que tu fais, Vincent, mais ça ne survivra pas à la campagne Venetian Sector. Certains pourront continuer de jouer dans le secteur vénitien une fois que la campagne sera terminée, pourquoi pas, mais ça ne s'étendra pas au-delà. Pourquoi ne pas transformer l'essai intelligemment, vu tout le boulot que ça représente, et que j'ai clairement sous-estimé le temps que ça prenait et les efforts que ça demandait de rédiger un codex entier. Je le dis direct, hein. Je me suis enflammé quand je pensais sortir un codex en 1 mois au début, alors que j'ai déjà des trucs à faire pour la chaîne. Oui, j'ai sous-estimé la tâche que ça représentait. Ouais. Tiens, on voit un petit bout de Piwi, elle est toujours là. Ouais. Montre ton visage,
ma chérie, voilà. Ouais, c'est dommage. Bon. Oui, promis, on fera l'unboxing à l'occasion de Kill Team et tu pourras filmer. T'inquiète pas. Donc, j'ai clairement sous-estimé le boulot que ça pouvait représenter. Je ne regrette rien, néanmoins, mais je me suis dit pourquoi ne pas l'étendre plus généralement à Codex le peuple, de manière plus étendue. Et c'est là qu'est venue l'idée des obédiences, qui sont tout simplement l'équivalent des tactiques de chapitre, doctrines régimentaires ou ce genre de choses que vous trouvez au sein d'autres armées. C'est la règle spéciale qui accompagne, que vous choisissez pour votre armée en gros. Mais ça permet aussi d'ouvrir sur plein d'autres volets de types de rébellions populaires qu'on peut trouver au sein de l'Imperium. Et donc mon idée, c'était à travers 6 obédiences différentes, classifier tous les types comme ça soit de déviations religieuses, soit de formes de rébellion qu'on peut trouver au sein de l'Imperium, avec toujours cette tension où ils sont contre l'Imperium, mais bien souvent au nom de l'empereur. Et c'est bien au nom de l'empereur qu'ils sont contre l'Imperium. Vous voyez, on est dans la petite déviation théologique, le petit schisme basé sur pas grand-chose, mais qui aboutit à des conséquences graves, quoi, et irréparables. On est dans ce registre-là. Le but, c'est pas de faire des chaotiques, quoi. Pour les chaotiques, il y a le chaos, c'est très bien. Les codex égarés et damnés, ce genre de choses. Là, c'est vos rebelles, quand même impériaux, dans le fond. Ou tout simplement en dehors de toutes ces problématiques-là, mais pas chaotiques. Voilà, humain non chaotique. Alors on y va. On va passer ça en revue très rapidement. Vous avez dans l'ordre les Militia Frateris. Donc les Militia Frateris, c'est pas mon invention, ça existe dans le fluff officiel, hein, tout simplement. Et en gros, c'est des milices populaires, parfois organisées spontanément, qui s'agrègent toutes seules pour aller persécuter ou chasser le Xénos, le traître, l'hérétique, de leur propre chef, en marge des institutions impériales officielles, donc qui à la fois sont de bons serviteurs de l'ecclésiarchie et de l'impérium, quelque part, mais parfois un petit peu trop zélés, un petit peu trop embarrassants, compliquent un petit peu le boulot des flics, quoi, en quelque sorte. Surtout que c'est pas forcément les plus procéduriers et les plus fins limiers, les Militia Frateris, et il est facile de les manipuler pour en faire ce qu'on veut, quoi. Enfin, c'est simple. Tu pointes un bouc émissaire du doigt, t'as automatiquement les Militia Frateris qui comment dirais-je, qui s'en prennent à lui, quoi. Donc très simple de les détourner pour des intérêts personnels, ce genre de choses. Donc ça, c'est pour les Militia Frateris. Pas de déviation religieuse vraiment formelle par rapport à l'ecclésiarchie, mais tout de même une forme de zèle et d'auto-organisation qui peut être problématique. Accessoirement, c'est interdit, d'ailleurs. Voilà, depuis l'hérésie de Gauche-Vente d'ailleurs, l'ecclésiarchie ne doit pas avoir d'hommes en armes. Et ça en fait partie, quoi. Voilà. Les rédemptionnistes, que d'autres connaissent, je pense, parmi vous, qui sont aussi tout à fait officiels, enfin, qui ont une existence dans le fleuve, du moins. Donc c'est les fameux gangs rédemptionnistes issus de Necromunda, avec les capirotes là, emblématiques, les chapeaux pointus, rouges. Et donc, là, c'est vraiment, on est sur la version la plus dure et la plus littérale du credo impérial, quoi. Donc, c'est assez simple. J'ai fait un petit fluff hyper condensé pour résumer l'état d'esprit rédemptionniste de manière la plus courte possible. Et ça donne à peu près ceci. Donc, aux yeux des rédemptionnistes, tous les Xénos, les hérétiques et les déviants doivent être brûlés vifs, de même que ceux qui collaborent avec eux, ainsi que tous ceux qui ne s'attellent pas suffisamment à traquer ces derniers. En somme,
tous ceux qui ne sont pas des rédemptionnistes doivent être brûlés vifs. Voilà. Ça vous pose à peu près le degré d'aliénation mentale en fait des gars en l'occurrence. Donc à chaque fois, chaque obédience procure ses propres règles spéciales thématiques pour représenter cela. Uriantin, ça c'est plus de mon invention, inspiré quelque part de ce qu'on avait pu voir à un moment donné évoqué dans un certain Psychic Awakening. Donc l'idée de base est la suivante: qu'est-ce qui se passe quand un psyker, à plus forte raison particulièrement talentueux, reprend à son compte toute la liturgie un petit peu de la dévotion envers l'empereur, etc., etc. Sauf qu'il le dit avec d'autant plus d'aplomb que le prêtre local, que lui, en tant que psyker, est capable d'accomplir les miracles et de déchaîner les plaies dont il parle. Donc, c'est un peu ça. Les Uriantins, on est sur ambiance, comment dirais-je, retour en Judée, voilà. Le gouverneur local en guise de Ponce Pilate, ton psyker Uriantin en guise de Messie, et la foule en guenille autour qui est un peu palotée entre tout ça, quoi, qui sait pas plus trop bien à quel sein se vouer. Les insurrectionnistes, bon, ça c'est un peu comme Tim tout à l'heure, hein, quoi, il refuse de travailler. Non, ça c'est tout simplement quand le motif n'est pas spirituel en premier lieu. C'est, je l'ai nommé le pain du fiel, c'est l'obédience qui correspond à toutes les rébellions pour destituer un tyran local, un cardinal, voilà, au régime totalitaire, pour faire sécession avec l'impérium localement, ou du moins destituer le gouverneur en place, etc., etc. Les abhumanistes, donc ça, ce sont tout simplement les cultes de mutants et d'abhumains, qui, eux aussi, sont des enfants différents, mais néanmoins les enfants de l'empereur également, voilà, qui du moins le revendiquent ou entendent le faire valoir. Bon, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Les abhumanistes, quoi. Les mystiques, enfin, qui eux, pour le coup, abandonnent un petit peu comment dirais-je, la foi telle que répandue par l'ecclésiarchie, pour embrasser plus une voie mystique, on va dire, de communication avec toutes les comment dirais-je, les puissances qui par bien des attraits sont divines, que l'on trouve dans le warp, quoi. Donc voilà, ils sont plus à l'écoute des voix de l'outre-monde. Autrement dit, si on recoupe un peu tout ça, avec 6 allégeances différentes, bah vous pouvez jouer un culte rédemptionniste, vous pouvez jouer des militia frateris. Ces 2 armées sont jouables aux côtés d'armées impériales. C'est leur particularité. Ils peuvent être contre l'impérium, parce que concrètement, quand on va expliquer à des militia frateris ou des rédemptionnistes que non, laissez les autorités faire leur travail, rentrez à la maison maintenant, c'est bon, le schisme est prononcé, quoi. Je veux dire, non, c'est voilà. Les autorités impériales locales sont avec les sorciers, les xénos et compagnie, quoi. Mais ils peuvent être joués complètement aux côtés d'une armée de sœurs de bataille, de garde impériale, voilà, la petite milice de paysans levés à la hâte, ou du moins leur version du futur, aux côtés de l'armée de l'ecclésiarchie. Ça fait sens également. Pour les autres, en revanche, on est sur des armées qui ne sont pas liables avec l'impérium, bien au contraire. Puisque là, j'ai envie de dire, le divorce est consommé, quoi, quelque part. Quand on commence à avoir des foules entières, des populations de toute une ruche qui se mettent à vénérer un psyker comme s'il était, alors à tort ou à raison d'ailleurs, une forme de réincarnation de l'empereur, comme s'il était investi d'une partie de sa puissance, ça ressemble à un problème à gérer un petit peu pour l'impérium, quoi. Bon. Donc, revenons un petit peu plus au début. Je vous fais un petit saut par toutes les datasheets.
l'apôtre, puissant psyker. Voilà. Concrètement, au niveau du profil, c'est un clodo en froc, mais déjà c'est mieux que les autres parce qu'il a un froc, et ensuite c'est un psyker quand même puissant. Qui est plus riche que les autres parce que c'est un clodo. Ouais, voilà. On est quand même sur de base 2 pouvoirs psy et 2 abjurations par tour, et pas mal de stratagèmes derrière qui permettent d'améliorer à la fois le nombre de pouvoirs qu'il connaît, le nombre de pouvoirs qu'il peut manifester, la facilité avec laquelle il peut les manifester. Pas à prendre à la légère quand même. Voilà. Le sauvé, lui, qui est plus l'équivalent du prêtre impérial, mais converti à une foi nouvelle. Donc soit ça va être un abumaniste désormais, voilà, prend parti fait et cause pour les mutants et les abhumains, soit ça va être un uriantin. Il est convaincu que oui, effectivement, ce nouveau prophète qui se pointe dans la cité ruche, il est authentiquement investi de la puissance de l'empereur, et donc il sera en quelque sorte son meilleur bras droit, quoi. Donc lui, on est plus sur des boosts au moral, et il file une attaque supplémentaire également, aux unités à 6 pas. On est vraiment sur... c'est un peu un prêtre, quoi. L'instructeur... Et si on nous empoisonne, ne mourrons-nous pas? L'instructeur... excusez-moi. Donc lui, c'est, comme son nom l'indique, plus l'instructeur militaire. C'est à peu près le seul mec, on va dire, de l'armée qui a la tête sur les épaules, puisque son sens pratique, logistique, tactique a été aiguisé, on va dire, au fil d'une ancienne vie. Donc souvent ancien, comment dirais-je, officier de la garde ou un truc comme ça, converti et gagné à la fois nouvelle. Donc il donne des bonus de touche aux unités à 6 pas, voilà. Et au demeurant, je pense que c'est le profil d'humain. Bon, non, il y a aussi d'autres trucs. Il y a voilà. Mais en tant que QG humain, c'est le plus aguerri, quand même. Voilà. On a Capitaine... non, pardon. On a Novaster qui dit le sauvé a perdu en Il a perdu en quoi ? en commandement. Oui, tout à fait. C'est parce que j'ai changé une règle de base, qui désormais fonctionne complètement différemment. La règle de, excusez-moi, de commandement aléatoire, qui était présente précédemment, est abrogée, remplacée par autre chose. Je reviendrai aussi là-dessus, pourquoi pas à la fin. Voilà. Le mécène. Donc lui, voilà, il représente alors toute une variété de personnages potentiellement différents, mais dont les archétypes vont être soit le riche notable qui abandonne toutes ses possessions matérielles et en fait don à la cause, ou au contraire celui qui ne fait vœu de pauvreté qu'à demi-mot et continue de faire fructifier ses affaires, considérant que c'est un moindre mal de maintenir tout ça sur ébullition pour qu'il y ait toujours quand même un apport pour la cause. Donc en gros il permet d'améliorer les dotations d'équipement d'unités de base, quoi. Voilà. L'idole, alors là on commence à rentrer un petit peu plus dans du sérieux. Là on revient sur les mystiques dont je parlais tout à l'heure, et donc les cultes qui s'organisent autour d'étranges apparitions issues du warp, tout simplement. Apparition malfaisante, bienfaisante, ça dépend à qui on demande, ça dépend à qui on se réfère, mais la version la plus critique, voilà, l'apparition de niveau alpha, comme la qualifierait un inquisiteur impérial, serait celle-ci, l'idole. Donc on est sur une forme de prince démon du bien, en quelque sorte. Ah oui, son fluff est pas encore... ouais, je trouve pas de fluff. On est sur une forme de prince démon du bien, c'est du assez sérieux, hein, ça dépote quand même, simple, mais qui blague pas, avec des attaques notamment qui ignorent les sauvegardes d'armure au corps à corps. Invulnérable. Allez. Foule en colère, la troupe de base, voilà, polyvalente, on peut faire tout et n'importe quoi avec, mais l'idée c'est que ce soit quand même principalement de la horde, hein, c'est fait pour ça.
Merde, je me perçois, tiens, coquille, j'ai oublié de changer la règle icône du martyr. Oh, le con. Mutant, les mêmes que la foule en colère, mais avec une mutation à choisir pour chacun. Donc chaque mutation s'accompagne d'avantages et d'inconvénients. Voilà. Pas drôle tous les jours la vie de mutant quand même. Donc il y a de bons côtés et de moins bons. Les avortons, les fameux, bon, encore une fois, les orphelins déformés, tout ça. Là on est vraiment sur l'unité, on va dire, la plus chère à canon possible. Accompagnés de leur matrone, bien souvent, qui va être le personnage qui les booste considérablement. Pour reprendre toujours le thème des apparitions, donc encore une fois, étrange entité du Warp, hein, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, voilà, démon, spectre vengeur, âme damnée d'un trépassé, voilà, quoi qu'il en soit, apparition fantomatique. Alors tantôt esprit frappeur, tantôt genre ange bienveillant, ça dépend. Mais là on est sur la plus petite forme, les mannes vengeresses. Ça ressemble à du démon, pour être honnête. Ça ressemble à du... On est sur de la démonette, là, ou de l'horreur de Tzeentch, c'est pas très loin, quoi. En termes de règles. Il y a une sauvegarde invulnérable, elle est pas très bonne, mais elle est là, et ça ignore les sauvegardes d'armure au corps à corps. Le Psyker, une feuille d'unité pour faire un personnage très polyvalent, mais toujours basé sur le thème de... c'est le spécialiste en assassinat et ou démolition. Donc on lui choisit un trait, en quelque sorte, avant la bataille. Et soit il est destiné à tuer des personnages, soit des monstres, soit des véhicules ou bâtiments. Avec toute une ribambelle d'équipements spéciaux adaptés. Voilà. La fameuse matrone qui accompagne les avortons. Le cœur psychique. Bon, des psychers non assermentés, pour le coup. Mais alors nettement moins puissant qu'un apôtre, certes, mais tout de même, offrant un support psychique non négligeable, et à certains égards pouvant être des fois plus dangereux encore lorsqu'ils foirent leur péril du Warp, ce qui arrivera assez souvent, étant donné que tous les doubles donnent un péril du Warp chez eux. C'est pas de très grosses unités, et dès que ça tue la dernière figurine, ça fait des 3 blessures à toutes les unités à 6 pas, quoi. Donc voilà. Les brutes, c'est plus une datasheet que je vais avoir conçue pour notamment utiliser des figurines de Goliath principalement, mais aussi toute conversion qui viendrait un peu à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai mis déjà en fluff, ça pouvait être des ouvriers métallurgistes gavés de stimulants, donc un peu façon Goliath, hein. Des gladiateurs cyborgs, comme on en trouve des fois dans les arènes des cités ruches, ou encore une folie alchimique créée pour servir des maisons nobles. Enfin bon, créature assez misérable, tout de même on s'en doute, mais avec une perf au développé couché honorable. Donc on est sur quelque chose de plus solide déjà. Il y a un peu plus à se mettre sous la dent là. Force 4, endurance 4, ça blague pas quand même. Bon. Voilà. Arme de Goliath, comment dirais-je, prévue de série si on veut. Alors encore une fois, vous verrez que toutes les datasheets ont vraiment accès à un très très large panel d'équipements, assez volontairement pour représenter toutes les conversions qui pourraient vous passer par l'esprit, mais en général, la règle est la suivante: si c'est une arme impériale connue, quasiment toutes les unités y ont accès, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Les serviteurs au green aussi, pour aller chercher pourquoi pas les fameuses figurines de serviteurs au green de Necromunda. Hein. C'est le moment de se faire plaisir avec ça. Donc voilà, pareil, l'équipement de série, on va dire, c'est tel que sur la boîte, avec les points augmétiques et éventuellement cette espèce d'étrange arme électrique dont ils sont dotés. Mais on peut également tout à fait les doter d'une arme lourde plus générique, comme un canon d'assaut, enfin un autocanon, un truc comme ça.
Voilà, si vous allez voir le dernier épisode d'Adeptus Convertum, où Drix convertit des avortons, il fait un tout petit crochet où il montre un petit peu, vite fait, un Ogryn zélote converti, et c'est absolument génial ce qu'il en a fait. Pas du tout à partir des serviteurs Ogryn, mais des Ogryn de Blood Bowl. Il est allé chercher ça pour en faire un qui court, avec un petit avorton sur le dos, qui tient une plateforme d'armes lourdes, quoi, sur l'Ogryn. C'est génial. Émissaire d'Outre-Monde, là c'est entre l'idole et la manne vengeresse qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'apparition de niveau bêta. C'est comment dirais-je, on est sur l'apparition qui peut prendre des formes diverses et variées, plutôt une forme d'ange iridescent ou au contraire une créature cauchemardesque, mais qui dispose d'une plus grande emprise sur le monde réel que les mannes vengeresses, d'un plus haut degré d'autonomie et qui est plus redoutable également au combat, quoi. Donc votre genre d'ange ou cauchemar qui apparaît là, issu du warp, il est là, quoi. Voilà. Les nuées de rats qui étaient déjà présentes dans la V1. Ça c'est voilà, socle de rats par milliers. Les rats bonbons, quoi, un peu plus croustillants, ceux-là. Et enfin, les véhicules. Alors, dont il y a des choses intéressantes à dire, dont le fluff est terriblement absent pour l'instant encore. C'est vrai que celui-ci, je ne l'ai pas fait, en même temps, c'est terriblement générique, c'est un buggy, quoi. C'est fait pour... Si vous voulez, c'est des gabarits pour pouvoir convertir à peu près tout et n'importe quoi qu'il vous passerait par la tête en guise de véhicules zélotes, quoi. Mais avec une ossature quand même solide, crédible, mesurée en points, etc. etc. Bien. Donc ça c'est le buggy, la version la plus légère et la plus rapide. Le seul truc à noter, puisqu'on a accès à des armes, voilà, une liste très variée, mais c'est les armes impériales, hein, classiques en gros. Le seul truc à noter, ça va être cette règle commune à tous les véhicules zélotes. Alors, sachant que même si vous allez chercher, comment dirais-je, parce qu'il y a une règle d'armée qui permet de le faire, vous allez chercher un véhicule dans un codex type garde impériale, vous en avez le droit. Vous pouvez les jouer en véhicule réquisitionné, auquel cas, il a moins 1 en capacité de tir, piloté par des zélotes, hein, forcément, c'est pas tout à fait ce qui se fait de mieux en termes d'artilleurs, hein, les mecs. Mais ils sont peut-être plus audacieux aussi, et moins à cheval sur la notice du Munitorum qui va avec le char, quoi. Donc tous ces chars-là, enfin tous ces véhicules-là gagnent la règle ingénierie populaire qui vous permet de choisir un bonus de votre choix parmi la liste proposée ici, qui toujours, un peu comme les mutants, est un avantage, un bon avantage, combiné à un menu désagrément, quoi, inconvénient. Parce que voilà, on est sur l'ingénierie populaire, quoi. C'est dans l'idée, ça marche bien, en pratique, bon, pas forcément si bien que ça, quoi. Pareil, la déclinaison véhicule blindé. On est sur un châssis un peu plus sérieux, un tout petit peu moins rapide aussi, mais encore une fois, qui a accès à plus d'armes aussi, 3 armes cette fois-ci. Pareil, même choix, capacité de transport accrue, évidemment, et le char d'assaut encore un peu plus sérieux et encore un peu moins rapide, mais ma foi, pouvant se décliner quand même en une grande variété de versions, de figurines, voilà, plutôt transport, plutôt comment dirais-je, engin offensif, voilà. Et pour conclure, je crois que c'est la dernière, l'équipe d'armes lourdes. Bon, ça c'est basique, pas besoin de l'expliquer. J'ai un petit doute sur l'équipe d'armes lourdes, je pense que, parce que là je me suis contenté de calquer le fonctionnement sur la garde impériale, et
juste pour que ça sonne familier en fait aux joueurs hein, qui ont l'habitude de... Ils se disent tiens, c'est la version zélote des équipes d'armes lourdes de la Garda, c'est bien, mais ça a toujours été chiant en fait ça dans le codex Gardimp, et en fin de compte j'ai bien envie de le modifier quoi. De pas inciter à faire le gros socle avec l'arme lourde et 2 figurines dessus, mais plutôt dire non, c'est à chaque fois 2 petites figurines, un qui regarde et l'autre qui tire. Tout simplement parce que ça permet de faire des choses un peu plus intéressantes en termes de placement sur la table, c'est plus souple, en termes de modélisme surtout. Ça permet de se faire plus plaisir parce que, en fait, une fois qu'on a 2 Gus, typiquement 2 figurines de Kodor, quoi, qui font les zélotes parfaits, on peut placer ce qu'on veut comme arme sur un socle 25 mm entre les deux, et ça y est, chacun a son cavalier et son arme attitrée, et c'est parti quoi. Je veux dire, on peut remplacer tour à tour, ça peut être un mortier pour une partie d'après on peut mettre un autocanon, on peut changer, et ça permet de mieux les mettre sur les décors de fortification, les trucs comme ça quoi. Voilà. Sinon, que vous dire, toute cette armée là, à la règle fanatique, qui remplace Dévotion inconstante du codex précédent, parce que franchement c'est plus sympa comme ça. Ça leur donne un bonus, ce qui n'est pas trop, vu le profil du zélote moyen. Donc fanatique, à la fois il relance les jets de touche lorsqu'ils chargent ou sont chargés, et ils peuvent relancer leur test d'attrition raté. Donc pas évident de les faire fuir au moral quand même, hein. Ce sera souvent, bref, allez, sur un beau carnage, on a 2, 3, 4 figurines qui fuient sur une escouade de 50 si vraiment on en a tué la moitié, mais c'est pas commun quoi. Ils ne fuient pas souvent. Assez déterminés les mecs. Plus que votre garde moyen en tout cas en général. Enfin sans commissaire. 2 disciplines psychiques. Une qui est entièrement composée de bénédiction, enfin, on va dire de pouvoir positif, et l'autre de pouvoir plus de feu sorcier, de trucs comme ça quoi. Les petits... comment dirais-je, le trait de seigneur de guerre. Voilà. Du classique. Les stratagèmes. Il y a des trucs de mise en page qui sont pas encore achevés, hein, je vous le cache pas. Par exemple, j'ai pas eu le temps encore, parce que j'ai fini avant le live, certains trucs là. J'ai passé la journée, j'ai fini avant le live. Le code couleur des stratagèmes est pas encore carré. Et maintenant, c'est en gros les stratagèmes de réquisition sont en gris, je crois. Les stratagèmes de rite de bataille sont en vert ou rouge. Bon, voilà, pour l'instant, tout est rouge. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais quand même, à des fins de mise en page, je mettrai tout ça plus au propre à la fin. En attendant, il y en a beaucoup. Ils sont là. Ils attendent que vous. Voilà, stratagème généraliste principalement, et un stratagème spécial pour chaque obédience. Voilà. Donc tour à tour, on peut avoir des zélotes qui se font exploser, occasionnant autant de dégâts à leur propre unité qu'aux unités adverses. Voyons voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On peut faire posséder son apôtre par une idole, hein, l'apparition du warp, encore une fois, version un petit peu prince démon du bien en quelque sorte. Voilà, des vagues inexorables, donc ça c'est pour faire revenir des unités précédemment détruites sur la table. Voilà. Et ma foi, qu'est-ce qu'on a d'autre, embuscade, donc différents petits stratagèmes un petit peu reposant sur la maîtrise du terrain ou ce genre de choses. Le petit feu grégeois, où chaque escouade a plus ou moins sa petite composition, mais enfin, ils ont légèrement une obsession pour les flammes qui est assez commune à tous les cultes, hein, je dirais quand même. Voilà. Bon, je vous le détaille pas concrètement dans chaque stratagème,
sera plus intéressant pour vous, je pense, de les découvrir. Et ceux qui peuvent vous intéresser. Et des reliques tout de même si au début j'avais hésité à en faire, mais j'étais très centré sur le culte orientin, et je me disais non, les mecs, ils aiment pas ça, ils aiment pas l'idolâtrie, ils aiment pas les images, ils sont iconoclastes, ils brûlent des tableaux, ils brûlent des miroirs, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher des reliques, quoi. Et en fait, bon, c'est plus des symboles de la rébellion, voilà, dont certains sont réservés à des obédiences spécifiques. Donc dans l'ordre, bon bah voilà, n'importe quel linge où il semble vaguement, soit si on regarde bien, soit si on y met assez de volonté, voir l'empreinte du visage d'un saint, et pourquoi pas de l'empreinte en personne, ça mange pas de pain. Un évangile apocryphe, ouais, voilà. Comment vous réagiriez, vous, si vous trouviez un fragment inédit de la vie de l'empereur dans un livre au 41e millénaire? Vous auriez envie de le faire savoir. Bon. Grossière erreur, à mon avis, mais bon. Voilà. Un brasero de super feu quand le feu normal ne suffit pas. Classique. Arme digilaser dissimulée. Ah, celle-ci, c'est peut-être ma préférée. C'est peut-être ma préférée. Elle est radicale quand même. C'est pas le meilleur exemple à lire parce que j'ai essayé de m'astreindre à faire du wording très carré, très Games Workshop friendly, à faire en sorte que chaque phrase ne paraisse pas délirante ou inappropriée, mais très très V9 approuve des V9 ready, donc assez compétitive et chiante en fait dans la tournure de la phrase, mais bon, ma foi, pourquoi pas. Celle-ci, c'est un peu moins le cas, hein. Là, la règle est un petit peu plus exotique, quoi. Mais ça me faisait plaisir. Donc là, c'est une relique qui est réservée uniquement aux mécènes. Donc c'est le riche qui rejoint la rébellion de gré ou de force, et on ne sait jamais vraiment si c'est de, comment dirais-je, par opportunisme ou volonté sincère. Donc pour celui qui, faisant mine de faire don de toutes ses possessions, faire vœu de pauvreté et tout ça, et décide de rejoindre la cause, hein, parce qu'il n'a pas forcément le choix non plus, mais déciderait de garder un petit atout dans sa manche, une petite boîte secrète, au cas où les choses tournent mal. Les armes digilaser dissimulées, ça m'a plu parce que c'est les fameuses armes digitales, hein, qui sont présentes depuis toutes les éditions de Warhammer 40 000, et c'est basiquement une bague avec à peu près la puissance de feu d'un croiseur, mais cette confection Xenos, cette confection Xenos, c'est fabriqué par, c'est exotique quoi à la base comme technologie. Donc en gros c'est un pistolet qui, dès qu'il touche, il fait des 3 blessures mortelles, ça plaisante pas, mais si un mécène utilise cette arme à 12 pas ou moins d'un apôtre, jetez un D6 après avoir résolu le tir. Sur un résultat de 1, le mécène devient une figurine ennemie. Voilà. C'est votre adversaire qui le contrôle jusqu'à la fin de la bataille, comme s'il s'agissait d'une figurine de son armée. Ça plaisante pas. Mais c'est ce qui se passe quand on se fait gauler avec un putain de doigt Jokai Hero là, caché dans sa manche, quoi. Ça le fait pas pour le meneur du culte à côté, quoi. Faut garder les mains dans les poches, quoi. Bon. Voilà. Vous pouvez avoir un paria de compagnie si vous faites partie d'une militia frateris. Voilà. Ok, ça peut être utile pour se prémunir des forces du mal. Une fiole de feu sans fin pour les rédemptionnistes, qui est basiquement une grenade de feu que rien ne saurait éteindre. Ni l'eau, ni le vent, ni la terre. Balancée sur une unité ennemie, et en fait elle prend un des 6 touches de lance-flamme à chaque tour, quoi, jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Bon, j'en passe et des meilleurs. Un édit de tolérance si des abhumains
décident de brandir un vieil édit d'il y a 2000 ans qu'un missionnaire aurait fait pour dire que bon, leur branche d'Amuvin, c'est pas trop mal, etc. Et de s'appuyer sur cette espèce de... Respectez-nous, putain. On Euh, n'est pas différents. Voilà, exactement. Donc, voilà à peu près pour l'idée. Pour ce qui est de la partie visuelle, ma foi, bien que vous ayez fait un truc propre pour l'essentiel et directement utilisable en jeu, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Hein. Je veux dire, c'est prêt. C'est prêt à être utilisé. Néanmoins, c'est pas encore la totale expérience d'immersion absolue, on peut le dire. Hein. Et pourtant, je viens de régler la note pour plein d'illustrations qu'on m'a déjà envoyées. Hein. Elles sont faites, mais il faut que je les agence bien, que je fasse ça comme il faut, que ce soit joli. Voilà, le but c'est on vise une apparence finale mi-codex V9 normal pour que ça ait l'air propre et attirant et que ça donne envie de jouer, livre de règles type Mordheim. Donc il y aura que des illustrations en noir et blanc, même celles qu'on a en couleur on les passera en noir et blanc, et il y aura une ambiance un petit peu... Il y aura des pleines pages d'illustrations comme ça, diverses et variées, avec plein de petites scénettes. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons ce qu'il a fait, notre artiste sur le coup. Donc voilà, ça devrait être très sympa. Ça c'est pour toute la partie visuelle. Vous l'aurez compris, plus de choses à venir hein, encore. Mais déjà, je pense que ceux qui ont aligné une armée zélote, mine de rien, quasiment en 6 mois, là, hein, ils ont beaucoup plus de quoi piocher désormais pour représenter leurs unités, faire une belle armée carrée qui a de la structure, a des règles, il y a de la variété quand même, quoi. Voilà. Loin d'être fini, je vous le cache pas, mais exploitable et avec de la diversité là, pour jouer. C'était mon objectif principal. Et il manque encore des gros trucs. Hein. Qu'est-ce qui est au final là, qu'est-ce qui voir et où est-ce que c'est dispo et qu'est-ce qui vient par la suite si on résume. En lien de la vidéo. La version que tu as montrée là. Elle est du coup en lien de la vidéo, on la met sur le site. Vous déroulez la description. Vous déroulez la description de la vidéo et elle est téléchargeable. Normalement, si j'ai bien fait les choses. Et du coup, la version avec les photos par la suite, prochainement. Ouais. Alors ça, précision importante. Précision, mais ô combien importante. À cet égard, il y a différentes manières de faire, hein, parce que je sais qu'il y en a des discrets et il y en a des plus expansifs et qui se montrent davantage sur le codex Zelote. 2 solutions pour toute, suggestion, contribution de photos, choses comme ça. Vous pouvez nous envoyer un mail, ça c'est le truc le plus formel et le plus discret, contact@planetwargame.com, ou alors vous pouvez venir squatter avec les autres en roleplay zélote permanent, le plus souvent à 18h, parfois jusqu'à 4h du matin, faut le reconnaître, sur le Discord de la campagne Venexian Sector. C'est à votre disposition. Le Discord de la campagne, il y a un canal tout en bas, au fond, vraiment la lie du truc, quoi. Le repère des zélotes. Vous pouvez pas vous tromper. C'est marqué dessus. C'est le seul endroit où il y a du monde en vocal d'ailleurs. Et 18h, à peu près tous les jours, il y a du monde présent, fidèle au poste, voilà, pour parler zélotes et autres zéloteries. Voilà. Donc, à votre disposition. Ça n'attend plus que vous. Donc, pour remonter des coquilles, transmettre des photos, suggérer des idées de correction d'unités, des choses comme ça, voilà. Vous avez toutes les clés en main. Discord Venexian Sector ou directement par mail, voilà.
Parfait. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça ou des trucs que j'aurais oublié de mentionner éventuellement? Eh bien, voyons voir. Voilà. On a les singes du Discord qui Commentaire rabattent pour positif. moi. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, donc je répète, pour le codex Zélot, dans sa V2, il est en description de la vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà le télécharger. Vous repérerez sans doute une coquille ou deux, je viens d'en voir une pendant le défilé. Là. Voilà. Capitaine Savignac remarque que leur endurance est passée à 3. Oui, je me suis résigné. On est sur Force 2, Endurance 3. Je voulais absolument trouver cette étape intermédiaire entre la sport mine, basiquement, en termes de physique, tu vois, une méduse, quoi, et un soldat entraîné. Et entre les deux, ça tend vers le Force 2, Endurance 3. Force 2, Endurance 2... Moi, c'est ce qui me plaît le plus. Quand un bolter te blesse sur 2+, on peut t'appeler un homme, quoi, un humain. Enfin, c'est normal, quoi. Ça me paraît logique. Mais c'est pas la politique de Games depuis... Enfin, c'est pas leur ligne, en fait, plutôt éditoriale en termes de jeu depuis ces 30 dernières années, où la stat de base de l'humain est du 3 partout. Donc les joueurs sont très habitués à ça, trop habitués. Enfin, très habitués, tout simplement. Et ça bloque mentalement quand ils voient 2, non, c'est trop fragile, ça va pas. Donc Force 2, Endurance 3. Voilà, on est sur du faux maigre moyen de bas-fond de Cité Ruche. Voilà. Pas grand chose sur la carcasse, mais tout ce qu'il a, c'est dans le ventre. On est sur ce type de profil, quoi, à peu près. Ça représente ça. Donc, logique que ce soit un peu moins solide que le Cadien moyen, quoi. Alors... Merci des ressources en plus pour le JDR, dit Opprobre. Ouais, oui. N'hésite pas à t'emparer de choses et d'autres que tu trouverais pour ton JDR dans la campagne. Je pense que tu devrais déceler un ou deux trucs qui te seront utiles. Alors, Novaster dit: j'ai déjà gagné des parties avec des Endurance 2, donc avec du 3, c'est easy win. Benjamin dit... Logique implacable. Ouais, est-ce qu'une obédience bien suprême est envisagée? Non. Non. Je vois où il veut en venir, c'est en gros faire des Geveza, là, comment ils s'appellent ça? Des Geveza, des auxiliaires taux humains. Je pense que le problème, c'est que l'auxiliaire taux, on change de monde, quoi, vraiment. C'est de l'humain avec souvent de l'équipement taux, en fait, en dotation. Donc on change de monde. Et il va plus être amené à être combiné avec d'autres auxiliaires, V-Speed, Groot ou autres, que avec, je sais pas, un prêtre impérial qui aurait rejoint les taux aussi, ou des esclaves au green avec des railguns, quoi. Quelle horreur, mon Dieu. Terrifiant. Ça fait peur. Mais c'est un autre projet de codex perso à part entière. C'est absolument génial. Tous les auxiliaires taux, il y a de quoi faire. C'est démentiel. Mais voilà. Je laisse ça peut-être au mec qui m'a laissé le plus parler de V-Speed dans toute ma vie, Luthor Archon, je dirais. Ça a l'air d'être pour lui.
J'ai pas prévu, mais... Ouais. Ouais. Joseph Moustaki demande est-ce qu'il y a des valeurs en points ou est-ce que c'est que les points de puissance pour le moment? Là, tout de suite, que les points de puissance. Mais les points sont vraiment au tournant de la rue, là. Ça arrive très bientôt. En fait, j'ai commencé aussi avant le live l'ébauche des points. J'ai pas fini la liste. J'ai pas fini la liste au niveau des armements. Je me heurte un petit truc, défaut, enfin pas défaut, mais difficulté inhérente au codex, c'est que toutes les unités ont accès à beaucoup d'armements en fait différents. Par conséquent, ça fait des, comment dirais-je, ça fait un truc assez long à faire en fait à la fin. La liste de toutes ces armes et options accessibles pour chaque unité. Donc pour l'instant, que du point de puissance encore pour quelques jours, et après, point d'armée, ça arrive incessamment sous peu. En attendant, le plus simple, même si évidemment c'est à la louche, peut rester de multiplier par 20 le nombre de points de puissance, et ça donne l'approximation du nombre de points d'armée. Voilà. Alors... Binrod demande niveau illustration, vous avez mis en Zélote face à Space Marine? Non. On n'a pas représenté les deux dans une même illustration. Novaster demande si un culte Zélote se corrompt avec le temps, on peut continuer de le jouer en camp Zélote pour la campagne au lieu du chaos. S'il se corrompt vraiment avec le temps, je t'aurais tendance à te dire joue-le avec les règles Zélote, mais à un moment donné, quand la bascule se fait, passe en allégeance chaos, enfin en faction chaos, et donc envahisseur, quand tu passes à ça, quoi. Quand le déclin mental vraiment arrive au stade... Enfin, tu sais, il y a un point de non-retour, et à un moment donné, il y a un truc, il y a un mec qui fait un truc... Bon, là, je crois que c'est clair, les mecs, on a basculé, quoi. Passe en envahisseur. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? Beaucoup trop d'emojis de singe. Ah oui. Ah, ça... Inhérent au canal Zélote. Hein. Là où ils vont, les singes les suivent. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a la liste Renégat et Hérétique gratuit sur Games Workshop Community. On t'entend plus, Vince. Je pense. Ouais, c'est normal. Je parle plus. D'accord. Ouais, j'attends un peu que tu relèves des questions. J'ai beaucoup parlé, là. Je me désaltère un petit peu. Le tuteur demande un culte Genestealer Zélote. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Tu peux prendre le... Alors, en fait, ça dépend de ce qu'il entend par là. Mais dans les deux cas, c'est possible. Mais c'est pas pareil. Tu peux complètement... Ça, c'est une règle du codex Zélote. Tu peux aller piocher dans le codex Cult Genestealer et Garde Impériale pour représenter des unités. Alors, côté Garde Impériale, c'est plutôt des soldats professionnels qui ont embrassé la cause des rebelles, mais qui conservent néanmoins leur savoir-faire, leur doctrine réglementaire, etc. etc. Et tu peux aller chercher dans le codex Genestealer Cult pour représenter plutôt ces fameux mineurs là qu'on trouve dans les escouades de base des Cult Genestealer, pour aller, pourquoi pas chercher le Goliath Rock Grinder, qui est un véhicule civil qui s'y prête bien à ça aussi. Ça, c'est une règle qui est inclue dedans. Tu peux aller chercher cette unité-là.
avec les remplacements de mots-clés adéquats. Et voilà. Au choix, soit tu conserves les mots... Enfin, la règle dit qu'en gros, soit tu conserves les mots-clés, les trucs comme ça, de cette unité-là pour l'essentiel, et t'adjoins le mot-clé converti, je crois, qui permet de les jouer avec les règles de leur codex. Donc, Cult Genestealer ou Garde Impériale, mais en détachement séparé. Soit t'en fais des zélotes à part entière, avec les modifications de règles en conséquence. C'est-à-dire plus de doctrine régimentaire, de trucs, plus de règles en fait issues des codex Garde Impériale ou Cult Genestealer, remplacées par les règles fanatiques, en son nom. Les véhicules ont -1 en CT et peuvent recevoir un bricolage d'ingénierie populaire. Voilà. Mais tu peux faire dans les deux sens. Tu peux soit jouer le codex Zélote et peu à peu décider que ces mecs-là se font Genestealeriser, reçoivent le baiser de la mort l'un après l'autre. Soit jouer avec le codex Cult Genestealer, une faction Zélote. Probablement dont le fleuve tout indiqué serait qu'il s'agirait de mineurs qui se rebellent, quoi. Qui sont pas corrompus génétiquement, mais qui se rebellent. Voilà. Voilà. Bien. Et ben sur ce, je pense que voilà, on a fait un live bien rempli, hein, encore une fois, avec pas mal d'annonces et de sujets divers et variés. Ça va être... J'ai regardé pour Ouais. le contenu de Curse City et dans la news Warhammer Community, il nous présente au moins 35 figurines des méchants qui sont inédites en fait, enfin qui ne sont pas qui sont uniques en fait. Donc il y a au moins 35 figurines uniques parmi les 42 bad guys de la boîte. Donc, après, si t'as 35 figures... Ouais, c'est 42 hostiles. Ouais, ok. ouais. Ok. Donc bon, il y en a peut-être 7 qui sont en double. Enfin, 3,5 qui sont en double. Mais en vrai, enfin ça, c'est nickel quoi, c'est impec. Et, ou 14 la du coup. diversité des Ils sont en double. figurines T'as un membre du doublon qui rentre dans les exclusives et l'autre membre, c'est lui le doublon, tu vois. Bah c'est ça. C'est possible. T'en as 7 pas exclusives, 7 exclusives, mais... Enfin bon, bref. On se comprend. Mais ouais, du coup, c'est top quoi. C'est cool. Puis les figurines sont bien, sont jolies. Donc bah ça c'est top. Ouais, bon bah encore un bon point pour ce jeu. Encore un bon point. Mais donc voilà, bon, on vous a fait le tour d'actu de la chaîne, et de tout ça. On vous rappelle, puisque c'est à nouveau de circonstance, que vu que les envois commencent à se désengorger visiblement, eh bien que ça peut être le bon moment à nouveau pour prendre ce qui a été la meilleure décision de leur vie pour bien des spectateurs, décider de passer à l'action, de soutenir la chaîne, et à ce titre, d'avoir 20% de réduction permanente sur les produits Games Workshop via notre boutique partenaire Kikommence.fr. Voilà, Kikommence.fr. 10% de base pour tout le monde, parce qu'ils sont comme ça chez Kikommence.fr. Voilà, livrable sur toute la France et pays limitrophes. Et 11% supplémentaires par-dessus tout ça pour l'élite de l'élite, les soutiens de Planet Wargame. Donc 20% à l'année sur tout Games. Or, bon, c'est pas négligeable quand même, hein, attention, hors produits qui ne sont que en direct only chez Games Workshop, qu'on ne peut que commander sur leur site et qui ne sont pas disponibles en boutique. Les vieux kits, principalement. Voilà, donc quand même, on vous le dit. Mais, Et en plus de ça, si jamais vous aimez
PW, vous avez le droit, vendredi, à votre petit live privé. Attention, PW retire le haut et le bas, ou que le bas ou que le haut, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà. C'est le OnlyFans et compagnie. Ça fait 2 fois que tu essaies de le vendre comme ça, notre stratégium. Et ça fait 2 fois que c'est terrible. C'est parce que t'as pas vu les chiffres, Vince. C'est pour ça. À la suite Peut-être, du dernier, peut-être. Ça a explosé. T'as explosé. Il y a 40 personnes qui ont rejoint parce que justement, ils voulaient nous voir sur le bas. Et ils sont restés. Ils sont restés. Moi, je laisse à Timmy le soin puisqu'il avance l'artillerie, à lui de sortir les munitions, quoi. Mais pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant de voir si les gens arrivent à mieux te représenter en dessin du haut que du bas. Ça pourrait être intéressant. Il a un visage indiscernable, mais un fessier qu'on reconnaîtrait entre mille, quoi. Magnifique. Pour répondre à la question de Ward La France, c'est bien une vraie boutique. C'est une conteneur qui est située dans le Doubs, en Franche-Comté. Et clairement, non, c'est une vraie boutique. Stock de figurines en ce moment, ils ont un. On les recommande vraiment. Nous, on fait des achats chez eux. Nombreuses personnes le font aussi, donc non, c'est pas une blague. Vous aurez vraiment 21% de réduction, enfin 20%. 10 plus 11, ah oui. soit 20. Est-ce qu'on a l'air de blagueur ou est-ce qu'on a l'air de rigolo? Ah non, c'est une vraie boutique qui existe avec la complète, quoi, une boutique normale, des patrons, toute une chaîne d'Oompa Loompa des diverses et impôts, variées, de la TVA, enfin tout. à la production, enfin normal, quoi, voilà, la complète, bien sûr. Bien, sur ce, on vous souhaite une excellente soirée. Bonne session Zélote pour ceux qui viendront nous rejoindre sur le Discord à l'endroit dédié. Hein. Et sur ce, demain, après test de vocalise, enregistrement de la chronique vénétienne, il serait temps. Surtout que c'est la plus significative, celle où il y a le plus de changements, et il y a des basculements de planètes pour la première fois. Donc là on rentre dans, c'est du sérieux là la guerre, c'est plus drôle, quoi. On peut avoir des points sur la carte du secteur à la fin où au bout d'un an de campagne ce sera plus en territoire impérial, quoi. Terminé. Donc voilà, malheureusement bon, c'est mal goupillé ce mois-ci pour la chronique vénétienne, mais elle arrive le plus vite possible. Voilà. Sur ce, bonne peinture, bon jeu, et à très bientôt. À plus tout le monde.